OK. Alors, bonjour, mon nom est Laurence Tourmel-Courchaine. Je suis professionnelle de recherche pour Evelyne Dufault. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Oh, ça transcrit. De vous accueillir pour ce séminaire de la Team Carbone. Aujourd'hui, il y a trois étudiantes d'Evelyne qui vont faire une présentation, dont Rosalie Frisco qui présente pour satisfaire aux exigences du séminaire pour son mémoire de maîtrise. Rosalie est sous la supervision de Evelyne Tifo à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Puis, toutes les étudiantes aujourd'hui sont affiliées au CRMR, le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables. D'ailleurs, merci à Louis Duchesne et Daniel Houle qui sont, et Evelyne Tifo aussi, là, qui vont évaluer Rosalie aujourd'hui. Puis, après la présentation de Rosalie, il y a Marie-Lou Yargeau et Nour Srour qui vont aussi partager leurs recherches à la maîtrise et au doctorat. Juste pour dire que ça se peut que Nour ne puisse pas présenter parce qu'elle a des problèmes d'accès Internet en ce moment. Donc, on va y aller avec les deux premières. C'est ça. Chaque présentateur va avoir une présentation d'environ 30 minutes et une période de questions après. Puis comme j'ai mentionné tantôt, le séminaire va être enregistré puis disponible sur la plateforme YouTube du CRMR de l'Université Laval. Je vais mettre le lien dans la conversation si ça vous tente d'aller voir par après. On va tout de suite commencer par Rosalie. Avant ses études graduées, Rosalie a réalisé un baccalauréat intégré en environnement naturel et aménagé. Elle a débuté sa maîtrise en sciences forestières à l'hiver 2022, donc elle arrive bientôt à la fin de son parcours. Elle va présenter aujourd'hui les résultats de son projet de maîtrise dans le cadre du cours de séminaire en sciences forestières. Alors, j'arrête mon partage et Rosalie, tu peux partager. Ça devrait être bon. Parfait. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. OK, parfait. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. Je suis bien contente de vous présenter mon projet de maîtrise, une synthèse de 22 à 33 années de suivi sur la variabilité interannuelle et la saisonnalité de la chute de litière. Donc, comme Laurence vous l'a mentionné, c'est sous la direction d'Evelyne Tifo et en étroite collaboration avec Louis Duchesne de la direction de la recherche forestière. Donc, d'abord, pour vous mettre en contexte, on doit remonter à la période de la révolution industrielle où il y a une intensification des pratiques dans plusieurs secteurs qui vont contribuer en proportions différentes aux émissions de polluants de toutes sortes dans l'atmosphère, dont le CO2 qu'on connaît bien, comme vous pouvez voir sur le graphique ici, qui cause en partie les changements climatiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc, afin de remédier à ce problème-là, il y a eu des ententes au niveau international et les pays qui vont signer ces accords-là vont s'engager à réduire leurs émissions de carbone. Donc, pour valider leur engagement, les pays doivent développer des méthodes de comptabilisation des émissions et des stocks de carbone. Et au Canada, nous, on utilise le MBC SFC3. Maintenant, pour aider les pays à développer leur modèle, il existe le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qu'on appelle le GIEC, qui, eux, vont rédiger des documents qui présentent des recommandations au niveau méthodologique. Et donc, comme la litière, c'est un apport important de matière organique morte vers le sol, et donc un réservoir de carbone important, bien le GIEC qui recommande sa prise en considération dans les méthodes d'inventaire. Donc maintenant, avant de continuer, c'est quoi la litière forestière? Donc dans notre étude, ça va se référer à la litière qui est dite aérienne. Donc on a les feuilles, les brindilles, les petites branches moins d'1 centimètre. Ça peut être aussi les fruits et les fleurs. Et d'autres, en fait, c'est tout ce qui est fraîchement tombé au sol. Mais ça va se composer en majorité de feuilles. Ensuite, c'est quoi la composition chimique de la litière? En fait, on sait qu'il y a environ la moitié de la masse de la litière qui est fraîchement tombée au sol, qui va être composée de carbone, et l'autre moitié, ça va être d'éléments essentiels comme l'azote, le phosphore et autres, qui vont tous fortement varier en fonction du type de sol, de la végétation, puis aussi du climat. Ensuite, c'est quoi les facteurs qui vont influencer la chute de litière? Donc, on sait qu'on a le positionnement géographique du peuplement, les variables climatiques comme la température, les précipitations, le vent, le rayonnement solaire, mais aussi d'autres facteurs là, qui sont propres à notre emplacement, comme la composition d'espèces, la densité des tiges, le type de sol, et évidemment des perturbations naturelles là, comme les épidémies d'insectes et les feux. Mais comprendre combien et quand de litière
tombent au sol, mais c'est bien important parce que ça nous donne des informations précieuses sur le cycle des nutriments, la dynamique du carbone et donc notre budget carbone. Et en fait, avec toutes ces informations-là, on sait que la litière est influencée par plusieurs facteurs qui vont la faire varier spatialement et temporellement, donc soit d'une année à une autre, mais aussi à l'intérieur même d'une année selon les saisons. Mais malgré tout ce qu'on connaît sur la litière, en fait, bien, ça reste mal documenté dans les différents types de forêts, mais surtout dans les forêts tempérées et boréales nord-américaines. Puis en plus de ça, bien, les mesures qui sont faites sont généralement de courte durée, avec des fréquences d'échantillonnage qui sont variables, ce qui ne nous permet pas réellement de documenter la variabilité interannuelle puis la saisonnalité de la chute de litière. Donc ça, ce manque de connaissances-là, ça crée potentiellement des incertitudes dans les estimations, notamment dans le modèle NBC-SFC3 que je vous parlais, qui se base souvent sur des hypothèses et des valeurs par défaut qui sont issues de la littérature. C'est pourquoi l'objectif de notre étude, c'était de quantifier le flux annuel moyen, la variabilité interannuelle et la saisonnalité de la chute de litière dans une érablière, une sapinière et une paissière, et ça sur une période de 22 à 33 ans. Notre étude, en fait, a mis en valeur les données de suivi environnementaux de bassins versants forestiers, mais aussi les données du réseau d'études et de surveillance des écosystèmes forestiers de la Direction de la recherche forestière. Donc, à cet objectif de quantification-là, on a deux objectifs secondaires qui sont rattachés. Donc, premièrement, de comparer notre flux litière à la biomasse aérienne des arbres, des débris ligneux et de l'humus du sol forestier. Et aussi de comparer nos estimations de production de litière aux valeurs de référence de la littérature et à celles qui sont utilisées dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Donc, on a émis 3 hypothèses par rapport à ça. Donc, premièrement, que la production annuelle moyenne de litière et la saisonnalité vont varier selon le type de forêt. Ensuite, que la variabilité interannuelle de la chute de litière est liée à la dynamique du peuplement et à la variabilité climatique. Et enfin, que les anomalies climatiques vont venir modifier la saisonnalité et la production annuelle moyenne de litière. Donc maintenant, si on passe à la localisation des sites d'études, on a d'abord une érablière à bouleau jaune et hêtre, un peuplement qui est inéquoien de plus de 120 ans à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui est composé à près de 100% d'essences feuillues. Par contre, je voulais vous mentionner que cette érablière-là est affectée par le déclin contemporain de la régénération et de la croissance de l'érable à sucre au bénéfice du hêtre à grande feuille. Ensuite, on a une sapinière à bouleau blanc. C'est un peuplement d'environ 80 ans qui est situé dans la réserve faunique des Laurentides, à la forêt Montmorency. Et lui était composé d'une grande majorité, donc environ 87% de sapins beauniers, une petite portion d'épinettes blanches et environ 7% de bouleau à papier. Et finalement, on a la paissière noire à mousse, un peuplement qui a aussi 80 ans environ, qui est situé dans la réserve faunique de la Chamouchouane, un peuplement composé à près de 100% de résineux. En fait, à 100%. Donc, plus précisément, à chaque site, il y a eu différentes analyses qui ont été effectuées entre la période 1990 et 2020. Donc, d'abord, on a un échantillonnage de la litière qui est fait mensuellement ou bimensuellement en dehors des périodes hivernales sur presque toute la période de suivi. Donc, en gros, on a 5 dispositifs d'échantillonnage par peuplement sous forme de trappe à litière. Ces bacs-là ont une superficie de 2 mètres carrés à l'érablière et 1 mètre carré dans nos 2 peuplements de résineux. Et il y a un cadre en bois et une marquisette au fond qui laisse passer l'eau, mais qui permet d'amasser tout ce qui tombe au sol. Donc, on ramasse l'entièreté des bacs, sauf les débris ligneux plus d'1 centimètre. Avec ça, nous, on obtient le poids sec des échantillons et aussi, on a obtenu la teneur en carbone organique de certains échantillons. Il y a aussi les inventaires dendrométriques qui ont été réalisés environ tous les 5 ans, où on prenait le diamètre à hauteur de poitrine, donc le DHP, aussi la hauteur de tous les arbres plus de 1 cm de DHP, et on a ensuite converti ces données-là en biomasse sèche à l'aide des équations allométriques canadiennes pour les arbres vivants et morts debout. On a aussi réalisé des inventaires de débris ligneux par ligne de transect, donc en 2003 et 2022. Et à ce moment-là, on notait le diamètre et les classes de décomposition de chaque débris ligneux. On a ensuite calculé la densité réelle pour calculer notre biomasse par combinaison de classes de décomposition et classes de diamètre.
Pour les horizons organiques du sol, donc tous les 10 ans, depuis le début des suivis, il y a 4 à 6 pédons qui ont été creusés. Et aussi, en 2002 et 2012, il y a eu des échantillonnages volumétriques de l'humus. Et donc, avec ces relevés-là, on a obtenu une évolution de notre stock de matière organique du sol. On a finalement estimé les normales climatiques, et ça en fonction de la localisation des sites avec le générateur météorologique du logiciel Biosim. Et on a aussi utilisé les données quotidiennes des stations météorologiques des bassins versants qui sont situés à proximité de chacun de ces peuplements-là. Pour le flux litière et les réservoirs, on a utilisé une approche statistique par modèle linéaire mixte pour étudier vraiment l'effet du temps et des peuplements et l'interaction de ces deux choses-là. Donc maintenant, si on passe à la partie de nos résultats, ici, ce qu'on vous montre, c'est la comparaison entre les sites pour la production de litière en tonnes à l'hectare pour toute la période d'étude qui est générée à partir du modèle linéaire mixte. On peut voir que la production de litière à l'érablière est significativement plus élevée que dans les deux autres peuplements, même que cette production-là est 2 fois plus élevée que celle de la paissière. Donc, nos résultats semblent montrer qu'il y a un gradient latitudinal du nord vers le sud. On a tenté, par contre, de trouver à quoi ce gradient-là était relié. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est un tableau avec certaines caractéristiques selon le site, du sud vers le nord ici. Donc, on a la localisation des sites, des variables climatiques et les caractéristiques du peuplement ici. Et on constate que le gradient latitudinal n'est pas directement lié au gradient de température, précipitation et degré-jour de croissance. Donc, ici, vous voyez que dans mon encadré en bleu, on ne voit pas le même gradient que celui de la litière, donc du plus vers le moins. On pourrait penser que ça pourrait être lié aussi à la surface terrière. Mais non, encore une fois, dans mon encadré en bleu ici, on n'a pas le même gradient que celui de la litière. Donc, on a aussi regardé nos résultats sur la distribution de la biomasse aérienne des arbres vivants par peuplement. Et on voit qu'ici, pour la biomasse de l'écorce, des branches et le bois des arbres vivants, bien, ça semble suivre le gradient de litière, donc plus à l'érablière et moins à la paissière, mais pas pour le feuillage. Donc ici, il y a significativement plus de feuilles de chute de litière à l'érablière, mais significativement moins de feuillage dans les arbres dans l'érablière. On pense en fait que la production est majoritairement influencée par la composition en espèces de notre peuplement. Donc, rappelez-vous, dans notre site d'étude, l'érablière est composée presque 100% d'essences feuillues. La sapinière est composée majoritairement de conifères avec une petite portion de bouleau à papier. Et la paissière, c'est 100% de conifères. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça change? C'est que pour les espèces à feuilles caduques, la chute de feuilles annuelle représente vraiment la totalité du stock de feuillage que les arbres produisent, comme à l'érablière, tandis que pour les arbres à feuilles persistantes, les arbres perdent une partie de leur feuillage total tout au long de l'année, comme à la paissière. Ça peut expliquer en partie ces différences-là. On pense par contre qu'il y a un effet climatique là, qui pourrait se superposer à cet effet de composition-là. Donc ça valide notre première hypothèse qui était que la chute de litière annuelle moyenne varie selon le type de forêt. Par contre, ça nous demande des analyses plus poussées qui pourraient être réalisées pour déterminer vraiment avec plus de certitude là, les variables qui causent ce gradient-là de production de litière. Maintenant, si on regarde l'évolution de la production de litière en kilogrammes à l'hectare dans les 3 peuplements ici, de 1980, en fait, du début des suivis jusqu'en 2020, la première chose qu'on peut remarquer dans nos analyses par modèle linéaire mixte, c'est qu'il y a des tendances significatives à la hausse dans l'érablière et la sapinière. En fait, ça augmente de respectivement 67% et 34% dans les 2 peuplements, alors qu'il n'y a aucune tendance significative dans la paissière. On a tenté de voir si notre évolution de biomasse des arbres vivants variait de la même façon que la production de litière. Et on voit que dans ce tableau qui présente la biomasse des arbres vivants en tonnes à l'hectare avec les années, que notre augmentation de la sapinière semble être liée à la dynamique du peuplement, puisque la biomasse des arbres vivants augmente significativement de 19% sur la même période. Même chose pour la paissière ici, où ça reste constant dans les 2 cas. Par contre, pour l'augmentation de la production litière dans l'érablière, ça ne semble pas être directement lié à la dynamique de notre peuplement puisqu'il n'y a aucune tendance significative qui a été détectée pour la même période.
Dans ce cas-là, on pense que l'augmentation serait en fait liée à l'augmentation de la production de feuillage et de la densité des cimes, qui serait associée à un changement de composition et possiblement à la récupération de l'écosystème face au déclin de l'érable à sucre. Donc ça, ce résultat-là, ça l'invalide partiellement notre deuxième hypothèse qui était que la variabilité interannuelle de la chute de litière est liée à la dynamique de notre peuplement. Par contre, on pense que cette variabilité-là serait liée à une variabilité climatique parce que si on revient à mon tableau de production de litière annuelle ici, j'aimerais vous faire remarquer qu'il y a quand même une grande différence là, entre les années. Et on ne voit pas vraiment autre chose que la variabilité du climat qui pourrait expliquer ce phénomène. Il y a aussi plusieurs études qui ont identifié le climat comme là, un des facteurs importants qui influence la dynamique de la litière. Mais ces analyses-là, ça dépasse le cadre de notre étude, donc on n'a pas poussé plus loin pour ça ici. J'aimerais aussi vous faire remarquer que cette variabilité-là semble plus grande là, dans nos deux peuplements de résineux. Donc, ça pourrait nous indiquer que ces peuplements-là sont plus sensibles aux fluctuations climatiques là, annuelles. Maintenant, je vous présente les résultats sur la saisonnalité. Donc, on a la chute de litière cumulative en kilogrammes à l'hectare en fonction des mois de l'année, donc de juin à juin de l'année suivante. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est que dans l'érablière, ça semble relativement synchrone d'une année à une autre. Par contre, on voit qu'en 2009, il y a une chute de litière qui est hâtive. Et comme on soupçonnait que les anomalies qu'on allait retrouver ici, bien, ça allait être lié à des événements climatiques extrêmes, on a utilisé nos données météorologiques afin d'identifier ces événements-là. Donc, pour 2009, après vérification, on soupçonne que la chute de litière hâtive serait causée par une sécheresse du début août à la mi-septembre, soit ici des précipitations de 29 mm comparativement à la normale pour les années de suivi de 173. On pense aussi que ça soit lié à de basses températures pour la même période. Donc, ça serait un mélange de temps sec et froid qui aurait provoqué cette chute de litière hâtive-là. Maintenant, si on regarde pour la sapinière, on voit aussi que les années se ressemblent entre elles. Il y a un petit peu plus de variabilité au final ici à cause de l'hiver, mais on remarque quand même qu'il y a des moments où la chute de litière est plus hâtive, soit en 2003, 2006, 2011 et aussi 2012. Donc, en regardant nos données météo, on remarque que le mois de juillet en 2012 est particulièrement sec. En 2003, ça semble aussi être associé à une sécheresse, mais cette fois-ci, une sécheresse du mois d'août de l'année précédente. Et en effet, c'est documenté que les événements des années précédentes peuvent affecter la production des années à venir. En 2006 aussi, ça semble être associé à une sécheresse en août, mais aussi un mois de septembre qui est particulièrement froid, soit le plus froid en près de 20 ans. Enfin, en 2011, on soupçonne aussi un événement de sécheresse, mais cette fois-ci, comme en 2003, dû à l'année précédente. Pour la paissière, on voit que ça suit un patron, on a un flux qui est semblable d'année en année, mais encore une fois, on a de la variabilité ici plus grande que dans l'acpeuplement de l'érablière. On a aussi une année particulière, je ne sais pas si vous voyez bien ici en jaune, mais cette fois-ci, on l'a identifié comme étant en cause des grandes rafales de vent, et ce, tôt au début de l'année. Donc, ce serait les plus fortes de tous les mois de juin en environ 20 ans. C'est pourquoi sur le graphique ici, on voit qu'en juin, on a déjà une chute de litière qui s'élève à près de 3000 kg à l'hectare, alors que d'habitude, c'est ce qu'on obtient à la fin de l'année. Mais sinon, tout au long de l'année, le flux reste semblable à celui des autres années, ce qui explique pourquoi la ligne est vraiment plus élevée que celles des autres années. Donc, tout tend à croire que ces anomalies-là climatiques sont responsables des pics de litière et on voit que c'est particulièrement les sécheresses et les basses températures tôt à l'automne qui vont venir affecter notre production. Ça confirme notre troisième hypothèse qui disait que les anomalies climatiques ils modifient la saisonnalité et la production annuelle moyenne de litière. Donc, à partir de ces graphiques-là que je viens de vous montrer, on a modélisé à l'aide d'une équation sigmoïde la saisonnalité de la chute de litière. Donc, on a considéré toutes les années d'observation, sauf la plus grande anomalie dans chacun des peuplements. À l'érablière, on voit que la chute de litière se
se produit principalement à l'automne lors de la sénescence des feuilles. Ensuite, à la sapinière, on voit qu'en numéro 1 ici, en été, c'est un flux relativement constant. En 2, on voit qu'à l'automne, il y a une augmentation de la chute de litière, peut-être potentiellement due à la présence du bouleau à papier où il va y avoir une chute de feuilles plus importante. Et en 3, un flux plus constant. Et on voit ce qu'on peut retrouver à la fin de l'hiver dans nos bacs à litière. Pour la paissière ici, c'est une courbe plus aplatie que les autres. C'est un flux plus constant, mais il y a quand même un petit pic là, qui se produit à l'automne. Donc, avec ces résultats-là, on voit que la saisonnalité de la litière, bien, ça varie selon les types de forêts, ce qui est conforme à notre hypothèse. Maintenant, je voulais vous présenter le résultat de notre comparaison de flux litière avec les autres principaux réservoirs de carbone de l'écosystème qui sont obtenus à partir de notre analyse des modèles linéaires mixtes. Donc, vous avez le tableau ici qui présente chacun des peuplements avec le flux litière et la distribution de la matière organique dans les différents réservoirs qui ont été étudiés. Donc, pas de surprise, je vous avais déjà présenté ce résultat-là. Il y a plus de litière à l'érablière que dans les deux autres peuplements et c'est plus faible dans la paissière. Donc, je vous ai mis des petits encadrés, vert foncé étant la valeur la plus élevée, vers le jaune qui est la valeur la plus faible. On a aussi un gradient un peu inverse pour la biomasse du feuillage. Donc, dans les arbres vivants, pour l'érablière est plus élevé pour la sapinière ici. On a vu que la biomasse de l'écorce, des branches et du bois des arbres vivants, bien, il y a un gradient qui est semblable à la litière. Maintenant, si on passe à la biomasse des arbres debout, on voit que c'est significativement plus élevé dans l'érablière et plus faible dans nos deux peuplements de résineux ici. Maintenant, pour les débris ligneux, c'est significativement plus élevé à l'érablière et la sapinière et plus faible pour notre paissière. Et enfin, pour le stock de matière organique dans l'humus du sol forestier, c'est significativement plus grand dans la sapinière et significativement plus faible à l'érablière, et ce, même s'il y a plus de chutes de litière à l'érablière. Maintenant, si on regarde les tendances de ces stocks-là de matière organique qui sont obtenus dans les différents réservoirs, on voit que premièrement, pour l'humus du sol, pour les trois peuplements, il n'y a aucune tendance significative et ce, même si, rappelez-vous, il y a une augmentation de la chute de litière de 67 % ici et 34 % ici. Donc ça nous suggère que le processus de décomposition de la matière organique et de la chute de litière s'accélère simultanément à mesure qu'il y a plus de litière qui tombe au sol. Mais cette conclusion-là, c'est quand même incertain parce qu'en fait, il y a plusieurs sources d'incertitude dans ça, soit autant dans les méthodes d'échantillonnage, les mesures de la densité, mais aussi dans l'observation visuelle de l'épaisseur de l'humus. En plus de ça, il y a peu d'études qui vont s'accorder sur l'effet d'un ajout ou d'un retrait de litière dans les forêts tempérées, ce qui nous indique que c'est quand même très complexe de comprendre tous ces mécanismes sous-jacents-là. On passe maintenant au tableau de la biomasse des arbres morts debout par site en fonction du temps. Et on voit qu'il y a une augmentation significative dans les deux peuplements résineux, donc environ 1 tonne par année, 1 tonne à l'hectare par année, alors que c'est stable pour l'érablière. Ici, même chose pour les débris ligneux. On voit qu'il n'y a aucune tendance significative dans le temps entre 2003 et 2022, et ce, même si dans l'érablière, on passe presque du double au simple. Donc, notre variabilité est probablement trop grande pour détecter des tendances. Il faudrait probablement ajouter des transects là, pour être capable de voir des différences significatives. Donc, ça fait en sorte que le résultat est un peu le contraire de ce à quoi on s'attendait, dans le sens où on pensait que l'évolution du réservoir de débris ligneux et des arbres morts sur pied allait être proportionnelle. Enfin, on passe au dernier bloc. Notre dernier sous-objectif, rappelez-vous, c'était de comparer nos estimations de la chute de litière aux valeurs de référence de la littérature et aussi à celles qui sont utilisées dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Donc, première comparaison que nous allons faire, c'est une valeur du GIEC. Donc, en fait, dans ses recommandations, le GIEC dit que pour convertir 1 gramme de biomasse sèche en gramme de carbone pour la couche de litière du tapis forestier, on doit utiliser un facteur de conversion de 0,37.
Nous, on a calculé avec nos analyses de carbone, de la litière, du tapis forestier, avec nos relevés pédologiques, un facteur moyen de 0,45, soit de 0,39 pour l'érablière et environ 0,5 pour nos 2 autres peuplements. Donc, avec cette découverte-là, on suggère que d'utiliser un facteur de conversion de 0,37 pour tous les types de forêts, bien, ça pourrait sous-estimer notre stock de carbone dans la couche de litière du sol forestier. Maintenant, le modèle MBC SFC3, lui, il utilise un facteur de conversion de 0,5 pour convertir la biomasse de tous ces réservoirs de matière organique, autant dans le vivant que dans le mort, y compris la litière qui est fraîchement tombée au sol. Et dans notre étude, la concentration de carbone organique dans la chute de litière a été en moyenne de 0,5. Donc, c'est vraiment comme ce que propose le GIEC, donc ça serait juste ici. Ensuite de ça, il y a eu une grande base de données de différentes essences sur l'ensemble du Canada qui a été utilisée et le modèle a généré des moyennes de production de litière qui sont proposées comme référence. Donc, le modèle suggère qu'en moyenne, une forêt feuillue va produire entre 1,17 et 1,86 tonnes de carbone à l'hectare par année, alors que pour les forêts de résineux, c'est de 0,30 à 0,55. Et de notre côté, si on convertit nos résultats de biomasse en carbone avec le facteur de conversion de 0,5, on obtient 2,15 pour l'érablière, 1,70 pour la sapinière et 1,05 pour la paysière. Donc, encore une fois, nos résultats suggèrent que le modèle sous-estime la production annuelle de litière, puis que ça compromet en fait l'exactitude des évaluations du bilan carbone. La dernière considération que MBC, en fait le modèle MBC SFC3 fait, c'est que le taux annuel de renouvellement foliaire des forêts de feuillus est de 95 %, alors que les forêts de conifères, ça varie de 5 à 15 % selon les écozones. Et nous, on a estimé la biomasse foliaire à l'aide des équations allométriques canadiennes et on a comparé ces estimations-là de biomasse foliaire avec nos estimations de production de litière pour calculer un pourcentage du taux de renouvellement foliaire approximatif. Ce qui nous donne 88 % pour le peuplement de feuillus et de 16 à 23 % pour les 2 peuplements de résineux. Donc, compte tenu du phénomène de résorption foliaire, où les feuilles peuvent perdre une partie de leur masse, donc entre 2 et 37 % selon la littérature, et aussi compte tenu de la variabilité des estimations de la biomasse aérienne à partir des équations allométriques, bien, nos estimations sont cohérentes avec celles des équations allométriques et aussi du taux de renouvellement annuel des feuilles qui s'est considéré dans le modèle canadien. Donc, avec l'ensemble de ces résultats-là, on peut établir certains constats. Donc, d'abord, la production de litière et la saisonnalité vont varier selon le type de forêt et aussi les anomalies climatiques comme les sécheresses, les froids et les grands vents vont modifier ces modèles saisonniers-là. On a aussi constaté que l'évolution de la production de litière est liée à la dynamique du peuplement et dans la sapinière et la paysière, mais pas dans notre érablière où ça semblait, rappelez-vous, être lié plus à une amélioration de la qualité des cimes et un changement dans la composition suite à l'épisode du déclin de l'érable à sucre. On a aussi vu que la variabilité interannuelle de la chute de litière était très probablement liée à la variabilité climatique et les peuplements de conifères étaient plus sensibles à ces fluctuations-là, à ces fluctuations climatiques annuelles. Mais on a dit aussi que les analyses futures pourraient être réalisées là, pour préciser ces facteurs climatiques dominants. Ensuite, on a vu aussi que nos résultats montrent une augmentation de la chute de litière, mais que ça n'avait pas d'impact sur la biomasse de l'humus du sol forestier. Mais on a aussi dit que des recherches supplémentaires devraient être menées pour vraiment améliorer notre compréhension de cette relation-là. Enfin, on a suggéré que l'utilisation de certaines valeurs de référence de la littérature dans les inventaires nationaux, bien, ça peut mener à des sous-estimations de la production annuelle de litière et aussi du stock de carbone dans les sols forestiers. Mais bien que notre étude, bien, elle va se limiter à 3 peuplements forestiers différents, c'est vraiment l'une des rares qui va fournir des données à long terme comme ça, à des fréquences d'échantillonnage aussi élevées. Et donc, l'intégration de nos données dans ces modèles-là pourrait augmenter leur précision.
Pour terminer, j'aimerais vous mentionner que ce que je vous ai présenté aujourd'hui comme résultat, c'est vraiment une partie de l'histoire de la litière, parce qu'en fait, je vous ai montré la partie carbone d'une feuille, mais il y a toute la seconde partie sur les nutriments dont on a déjà entamé les analyses, qui est tout aussi importante. Puis il faudra donc rester à l'affût pour voir la deuxième partie là, de cette histoire-là. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci, Rosalie. C'était excellent. Tu es une très bonne vulgarisatrice, des beaux résultats, puis une belle base de données. Puis là, je vois qu'il y a des commentaires aussi de gens en ligne qui disent que c'était excellent. Donc, on va passer à une petite période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se lancer? Non, excusez. Sinon, Evelyne, vas-y. Oui, merci beaucoup. C'était fabuleux, Rosalie. Vraiment super, super intéressant. Ça fait quelques fois, je les lis, tes résultats, ton mémoire, mais je les présente, là, c'est vraiment clair. Je me demandais, donc l'effet de sécheresse, c'est quand même super intéressant, l'effet que ça peut avoir sur la chute de litière. Dans le contexte des changements climatiques, là, je pense que ça va être un élément quand même important à tenir en compte. Je me demandais si tu t'étais questionné sur c'est quoi le processus physiologique qui cause le lien entre la chute de litière et l'événement de sécheresse. Qu'est-ce qui fait que les arbres, tout d'un coup, vont perdre leurs feuilles? À quel processus on peut relier ça? Oui, merci Evelyne pour ta question. Bien, en fait, l'arbre, c'est comme un mécanisme de défense que l'arbre va faire. En fait, quand il n'y a pas d'eau, bien, en fait, on sait que l'arbre peut perdre de l'eau par les feuilles. Donc, c'est comme un mécanisme de défense qui va faire en sorte que l'arbre va perdre ses feuilles pour éviter de perdre de l'eau par les feuilles, en fait, par évapotranspiration. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Oui, parfait, merci. OK, merci. Prochaine question, Daniel. Oui. Oui. Bonjour Rosalie, super belle présentation, très claire, très bien ordonnée, félicitations. Merci. J'avais deux petites questions. Une question que je trouve, une observation que je trouve étonnante, c'est que quand tu regardes la quantité de bois mort dans l'érablière par rapport au stock de litière, c'est très important, ça représente peut-être 40% du stock, pas de litière, pardon, mais de plancher forestier, forest floor. Quand tu regardes dans tes autres peuplements, le bois mort représente peut-être 15% ou moins là, du total de ce que tu retrouves dans le forest floor. Alors, comment t'expliques ces grosses différences-là entre le site de Duchesnay et puis les deux sites de conifères? Oui, merci pour la question. En fait, c'est une bonne question à se poser. Premièrement, on sait que notre peuplement à l'érablière il est en changement. Donc, il y a eu beaucoup de mortalité de l'érablière qui a été vue visuellement. Donc, ça peut expliquer pourquoi on a beaucoup de bois mort qui est tombé durant la dernière période. Deuxième point que j'aimerais apporter ici, c'est que on avait, je vais juste vous sortir la diapo sur ici, donnez-moi une seconde. J'aimerais faire remarquer qu'il y a une très grande variabilité dans notre échantillonnage. Donc, oui, ces valeurs-là sont plus importantes. Par contre, je pense que ça serait bonifié d'apporter plus de lignes de transit pour vraiment plus préciser et voir si c'est vraiment plus élevé à l'érablière que dans nos deux autres peuplements. OK. Puis ma deuxième question est reliée. En fait, c'est te parler beaucoup du modèle, je ne me rappelle pas du nom, là, Oui, FC3 ou en tout cas. Et puis, te montrer comment ce modèle-là peut avoir des failles ou non par rapport à l'évaluation de la chute de litière, le turnover, des trucs comme ça. Oui. Mais comment ce modèle-là considère le bois mort, la chute de bois mort, la part de bois mort au stock de carbone? Est-ce que c'est modélisé correctement ou? Là, je vais vous avouer que j'ai pas évalué en long et en large le modèle du bilan canadien, mais je peux vous montrer une petite diapositive que j'ai préparée ici qui nous explique ce que le modèle considère dans son ensemble. Oups, pardon, ici. Donc, ici, on a vraiment le feuillage qui est pris en considération. C'est un entrant dans la biomasse aérienne. On a aussi les branches et le bois des tiges des chicots qui est pris en considération, mais je ne sais pas exactement comment il va, si je peux dire, le relativiser avec la litière. Je n'ai pas vraiment exploré ce volet-là assez pour vous répondre.
OK, ben, je ne connais pas la réponse non plus. C'est juste par curiosité. Je me demandais comment le modèle pouvait considérer ça. Je sais qu'il prend en considération, mais j'ai plus regardé comment il prenait en considération la litière que les autres réservoirs que j'ai étudiés. Je pense qu'il fait comme un taux de chute. Il y a un facteur de transition un peu comme pour le feuillage. Là. Il prend pour acquis qu'il y a une partie des chicots puis une partie des branches mortes qui tombe au sol puis qui devient un débris ligneux au sol. Là. Il me semble que c'est ça. C'est comme juste un facteur de transition entre le réservoir bois mort debout puis débris au sol, me semble. Ouais. Très bien, merci. Merci, Daniel. Moi, j'aurais deux petites questions pour toi, Rosalie. Oui. Tu parlais d'un bassin versant forestier. J'étais curieuse de savoir si c'était différent d'un bassin versant pour les cours d'eau. Ben, en fait, merci pour la question, c'est une bonne question. Ben, en fait, un bassin versant, c'est un peu la même chose que pour les cours d'eau, en fait. C'est que ça va être délimité par les lignes de crête des montagnes. Donc, c'est tout ce qui va se rendre à un cours d'eau et éventuellement un lac, un peu comme un bassin versant non forestier, si je peux dire. Donc, c'est un peu les mêmes termes là, qui définissent ça ici, là. Mais le bassin versant, on quantifie autant tout ce qui rentre, donc en pluie, tout ce qui rentre dans le sol, tout ce qui sort dans la rivière. Donc, tout ça qui est quantifié là, dans ces suivis-là. OK, merci. Puis une autre petite question. Vos petits bacs de litière, pendant l'hiver, est-ce que vous faites vous faites un suivi pendant l'hiver? Est-ce que ce suivi-là est semblable ou différent de ce qui est fait l'été? Puis est-ce que vous modifiez votre plan d'échantillonnage en fonction de la saison? Oui, c'est vrai, j'ai pensé vite là ici pour la méthodologie pour l'aspect de la litière durant l'hiver. Mais en fait, on va au printemps, avant l'hiver, on va déposer les bacs au sol. Donc, ils vont permettre de collecter la litière au printemps qui va savoir accumuler sur la neige et qui va fondre. Mais on ne va pas aller récolter durant l'hiver ces bacs-là parce qu'ils sont ensevelis par la neige. Et le fait qu'on les dépose, c'est vraiment pour éviter d'endommager avec le poids de la neige, les bacs à litière. Super, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Louis. Peut-être une petite rapide, plus générale, Rosalie, si tu avais à parler des obstacles ou des difficultés que tu as eues de façon très générale. Là. Bon, les obstacles, je dirais que ça a été plus les analyses statistiques parce que pour moi, je partais de loin, mais avec l'aide précieuse que beaucoup de gens m'ont apportée, je pense que j'ai vraiment grandi dans tout ça. Donc, je dirais que mon obstacle, c'était vraiment de bien comprendre les analyses statistiques puis d'arriver à donner quelque chose de bien là, qui était possible statistiquement parlant. Good, merci. Bravo encore, c'est super. Merci. Oups, excuse-moi. Evelyne? Oui, j'en ai une plus précise, puis une plus générale. En fait, tu as parlé là, des événements climatiques là, qui influençaient la litière, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'est passé? Je pense à la sapinière puis à la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Je pense pas que le peuplement comme tel a été affecté, mais il y a l'arpenteuse ou autre. Est-ce qu'il y a eu des épidémies d'insectes pendant la période dans un ou l'autre de vos peuplements? Oui, c'est vraiment un point intéressant qu'on faut considérer hein, parce qu'on sait que les insectes, ben, ça peut faire des excréments, des larves, puis aussi provoquer plus de litière. Ben, en fait, il y a un événement peut-être là, qu'on soupçonne. Il y aurait peut-être un événement d'arpenteuse en 2012 à la Sapinière, donc à la forêt Montmorency. Je vais juste vous montrer la diapo où je vous montre ici. Donc, oui, il y aurait eu un événement. En fait, oui, ça peut avoir un effet, mais on voit qu'au final, à la fin de l'année, il y a autant de litière qui est tombé que les autres années. Donc, il n'y a pas eu un pic plus important. Donc, on pense plus que ce serait la sécheresse de juillet qui aurait causé ça. Donc, on n'a pas vraiment, on ne peut pas en dire plus, mais en 2012, ça serait une année potentielle où il y aurait eu l'arpenteuse là, sur le site de la Sapinière. On ne voit pas d'effet les années d'après, tu sais. Non, en fait, ben là, si on voit 2012 ici, 2013, c'est celle en bleu avec un point, donc ça se concorde avec les autres années, là. Mais je ne suis pas prête à dire qu'avec ça, on est capable de dire que ça n'a pas d'effet parce que c'est pas vraiment un fait comme de quoi qu'il y a vraiment eu l'arpenteuse en 2012 et que ça a causé ça. Il faudrait avoir un épisode plus intense d'insectes là, pour faire une conclusion.
Ouais, la tordeuse s'en vient à forêt, là, on devrait pouvoir. C'est ça, ouais, ça va frapper dur, je pense. Ouais. Juste en discussion comme ça, excuse Evelyne, c'était très localisé, hein, l'arpenteuse, puis c'était vraiment des spots, puis on a été épargné quand même. Là, où est-ce que, dans la parcelle où est-ce qu'on suit la litière, ben, on a très peu observé de dommages, alors que dans d'autres endroits où est-ce qu'on suit avec des dendromètres, entre autres, ben, il y avait des spots qui avaient été plus affectés. Fait que je pense pas qu'il y ait un gros effet là, pour 2012, malgré qu'il peut en avoir un petit peu, mais on soupçonne vraiment l'effet sécheresse là, qui va donner un effet plus hâtif, peut-être une chute de litière plus hâtive. Mon autre question, en fait, c'est concernant le modèle CBM-CFS. Tu as montré qu'il y a certaines valeurs utilisées dans le modèle qui étaient à peu près correctes, d'autres qui ne l'étaient pas. Mais tu sais, c'est un modèle qui est utilisé à grandeur du Canada pour toutes sortes de choses, pour pour la recherche, mais aussi de plus en plus pour les décisions, à quel point les incertitudes que tu as trouvées dans le modèle ou les valeurs qui n'étaient pas tout à fait précises, mettons pour les gens qui utilisent le modèle pour la prise de décision, est-ce que ça t'inquiète qu'on utilise un modèle qui a des valeurs incertaines comme ça, ou les ordres de grandeur que tu as vus, tu penses que ça ne vient pas complètement annuler les décisions qui sont prises avec le modèle? Ben, en fait, je pense que bien, la chute de litière, c'est quand même un réservoir plus faible que d'autres réservoirs dans l'écosystème. Donc, c'est sûr que oui, ça peut biaiser, mais pas autant que si on se trompait, par exemple, pour la biomasse des arbres vivants ou dans le sol, qui c'est des réservoirs beaucoup plus importants que le flux de litière qui tombe au sol. Par contre, j'ai bien aimé le fait qu'on ait trouvé, je vais juste revenir à cette diapo, que le modèle a été roulé pour beaucoup de parcelles, puis que finalement, ils ont découvert en roulant le modèle, les moyennes qu'on propose pour les forêts feuillues, ça se trouve à être autour de ça, alors que nous, on arrive quand même à 2,15, c'est quand même un chiffre beaucoup plus important. Puis même chose pour nos parcelles de la sapinière et de la paissière, qui est beaucoup plus important. Donc, oui, je pense que ça mérite d'être bonifié avec des études à long terme comme ça qui peuvent alimenter le modèle. Mais oui, ça peut être quand même inquiétant, mais pas à la même échelle que si c'était pour un réservoir plus important de carbone. Je pense qu'une grosse avancée de ton projet, c'est que ça arrive clé en main, les résultats. Là, pour les programmeurs du modèle CBM-CFS, tu as des résultats clés en main à leur donner pour venir ajuster leur valeur. Là. Je pense qu'ils vont apprécier. Merci. Merci. On va passer à une dernière question de Daniel. Après ça, on va passer à Marie-Lou. Oui, bonjour. Je ne voulais pas poser une autre question, mais la dernière question d'Evelyne m'a amené à une autre question. Par rapport à cette diapo-là, en fait, Rosalie, les chiffres que tu obtiens sont plus élevés que ceux qui sont utilisés par le modèle. Ouais. Mais par contre, les chiffres que tu obtiens sont assez semblables à ceux que tu retrouves dans la littérature. Tu as un tableau dans ton article où tu montres que tes chiffres sont semblables à ceux de la littérature. Donc, il y a une littérature qui existe là-dessus. Et je me demande comment ça se fait que le modèle ou les gens qui ont fait le modèle arrivent à des chiffres pas mal plus bas, alors qu'il y a une littérature relativement abondante qui montre des chiffres qui ressemblent aux tiens. Ben, c'est vrai, c'est une bonne constatation. En fait, c'est une question à se poser parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de données au niveau du Canada, en fait. Mhm. C'est la littérature, on voit qu'il y a quand même plusieurs régions variées aux États-Unis, en Eurasie, mais au Canada, il y en a, mais peut-être pas assez des précises pour pouvoir alimenter bien notre modèle. Donc, j'imagine, mais c'est vrai que c'est un bon point soulevé que c'est à ça de questionner pourquoi que CBM n'arrive pas plus précisément à des estimations que nous, on obtient. Mhm. C'est vrai que c'est un bon point. Ouais, c'est pas de réponse, mais c'est juste surprenant de le constater. Oui, c'est vrai. Merci. Ça me fait plaisir. Les études canadiennes sont très contemporaines, hein, alors que le CBM date quand même, les estimés de litière, en tout cas, datent d'un petit bout. Il y a peut-être un ajustement, justement, qui a été soulevé par d'autres aussi à considérer, en fait, d'augmenter ce flux litière-là par rapport à ce qu'on observe réellement. Ouais. Oui, c'est vrai. Super, mais merci Marie-Lou. Merci Rosalie pour tes réponses aux questions qui étaient super intéressantes et tu as l'air de bien maîtriser ton sujet, donc félicitations. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la deuxième présentation qui est de Marie-Lou Yargeau.
Donc, Marie-Lou, elle est diplômée du baccalauréat en environnement naturel et aménagé à l'Université Laval. Elle a commencé sa maîtrise en sciences forestières en mai 2021, donc elle finit très bientôt, donc à suivre pour son mémoire. Si vous voulez le lire, ce sera bientôt disponible. Elle nous présente aujourd'hui les résultats de son projet de maîtrise qui porte sur la coupe partielle comme outil de maintien et de restauration des attributs des vieilles forêts. Alors, Marie-Lou, tu nous partages ton écran, c'est parfait. Je te passe le micro. Est-ce que vous m'entendez bien et vous voyez bien mon écran? Oui, parfait. Bon, ben, merci tout le monde d'être ici aujourd'hui. Ça va faire, je pense, la deuxième ou troisième fois là, que je présente mes résultats dans le cadre du séminaire de la team carbone. Donc, pour ceux qui sont là depuis 2-3 fois, ben, vous allez voir un peu l'évolution dans mon projet et mes conclusions surtout. Donc, comme Laurence l'a mentionné, je vais vous présenter mon projet qui porte sur, en fait, la coupe progressive. On s'est concentré un peu plus sur la coupe progressive pour voir si c'était un bon outil pour maintenir ou pour restaurer les attributs de structure et de bois mort qu'on retrouve dans les vieilles forêts. Donc, pourquoi je vous parle de vieilles forêts? C'est quoi une vieille forêt? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vais vous faire juste un petit topo là, vraiment simple. On a surtout des vieilles forêts au Canada à cause des conditions climatiques. Donc, on a des cycles de feu qui sont extrêmement longs contre des cycles de feu qui sont extrêmement courts. Dans les cycles de feu qui sont longs, les principaux régimes de perturbation, en fait, c'est des régimes de perturbation secondaires, ce qui fait en sorte que le peuplement peut vieillir sans perturbation primaire. Aussi simple que ça. Ces peuplements-là ont des caractéristiques qui sont souvent absentes des peuplements plus jeunes, comme une biodiversité qui est super importante, une diversité aussi d'habitats qui permet le maintien d'espèces plus rares. Et en fait, la littérature dit que les espèces sont rares simplement parce que leurs habitats sont rares. Et ils ont aussi une structure qui est complexe, là, une structure de la diversité du bois mort, la répartition du bois mort dans les classes de décomposition, une structure verticale ou horizontale là, des arbres. Donc, vraiment une structure qui est complexe. Au Canada, donc, on a une grande proportion qui est occupée par la forêt boréale. Puis, cette forêt boréale-là connaît un gradient de précipitation d'ouest en est. Donc, à l'ouest, on a beaucoup moins de précipitations, ce qui fait en sorte que les régimes de feu sont beaucoup plus courts, donc ils reviennent plus rapidement. Alors que dans certaines portions de l'est du pays, on a des régimes de perturbation, des précipitations qui sont très élevées, ce qui fait en sorte que les régimes de feu peuvent aller jusqu'à 2000 ans là, avant de revenir. Et c'est ça en fait qui va nous permettre d'avoir des vieux peuplements. Cette grande diversité-là, évidemment, de perturbations, d'écosystèmes et tout, a mené essentiellement à l'établissement de l'aménagement écosystémique qu'on pratique là, à plusieurs endroits, qui a pour but de réduire les gaps entre les forêts naturelles et les forêts aménagées, dans le but de maintenir les caractéristiques et les fonctions des écosystèmes. Donc, évidemment, ça va permettre non seulement de maintenir la productivité des écosystèmes, mais aussi leurs caractéristiques, comme je l'ai dit, d'habitat et de diversité. Et au final, ce qu'on cherche à avoir, c'est des écosystèmes qui sont en santé et qui sont résilients. Dans la forêt boréale, la principale en général dans le monde, pour la forêt boréale dans le monde, c'est le feu. Donc, évidemment, c'est là-dessus que se base une grande partie de l'aménagement écosystémique qu'on pratique. Donc, ça permet une grande production de bois et ça permet aussi un rendement qui est un peu plus intéressant. Puis, comme je l'ai dit, ça permet de simuler les perturbations du feu. Par contre, le feu n'est pas la perturbation la plus importante dans tous les écosystèmes, comme je l'ai mentionné. Et dans nos écosystèmes qui sont plus humides, ça a fait en sorte qu'on a eu une grande différence qui s'est installée entre les forêts naturelles et les forêts aménagées. Donc, juste à titre d'exemple, je vous présente ici à quoi devraient ressembler nos forêts sous les régimes de feu actuels versus à quoi elles ressemblent sous l'aménagement. Donc, naturellement, on devrait avoir environ 55% des peuplements qui sont considérés comme vieux, alors qu'aujourd'hui, on a simplement 12%. On devrait avoir 22% des peuplements qui sont en régénération, versus aujourd'hui, on en a 46%. Donc, on voit vraiment qu'il y a une surreprésentation des jeunes peuplements, des peuplements matures, des peuplements qui sont en régénération contre
au détriment en fait des vieilles forêts. Donc vraiment avec l'aménagement qu'on fait présentement de nos forêts, on voit une raréfaction des vieilles forêts, on voit une homogénéisation des peuplements et on voit aussi une diminution de la diversité et de la biodiversité qui est associée aux vieux peuplements. Il y a plusieurs auteurs qui proposent la coupe partielle comme solution pour essayer de restaurer les attributs des vieux peuplements ou des peuplements irréguliers ou des peuplements inéquoyens. Puis c'est un peu là-dessus que se base mon projet. Donc, nous, on essaie d'évaluer c'est quoi l'impact des coupes partielles à des taux de récolte entre 25 et 40 pour voir, bien, comme je vous l'ai dit, si ça permet de maintenir ou de restaurer certains attributs. Ce qui est intéressant avec mon projet, en fait, c'est qu'on va comparer les attributs qu'on trouve en coupe partielle concrètement à ceux qu'on trouve en vieille forêt. Et non simplement, dans les vieilles forêts, on est censé avoir une structure complexe, on a une structure complexe. On va vraiment aller chercher les vrais attributs qu'on a dans nos vieilles forêts. Puis vous allez voir, ça va un peu... ça va amener des petites différences au niveau des conclusions qu'on est capable de tirer de la coupe partielle. Donc, on a 3 sous-objectifs qui sont reliés, en fait, aux attributs qu'on va regarder. Donc, premièrement, on va regarder la structure verticale avec la distribution des DHP, la densité des peuplements et la condition des arbres, donc si les arbres sont morts ou vivants. On va regarder la structure horizontale. Donc, on va regarder l'arrangement des structures verticales dans l'espace. Puis, on va regarder également le bois mort. Donc, on va regarder les volumes de bois mort, puis on va regarder la distribution de ces volumes-là à travers les classes de décomposition. Il y en a 5 classes de décomposition. Mon projet se passe à la forêt Montmorency, qui reçoit annuellement 1583 mm de pluie, ce qui est vraiment beaucoup pour une région de la forêt boréale. La forêt Montmorency, en fait, se situe dans la sapinière à bouleau blanc de l'Est, qui est la sapinière à bouleau blanc humide. Puis les principales perturbations qu'on y retrouve, c'est des chablis et des perturbations des épidémies d'insectes, qui font en sorte que c'est en effet des perturbations secondaires qu'on retrouve et non des perturbations primaires comme le feu qui dominent en fait le paysage. Présentement, on a 10% de la forêt Montmorency qui est recouverte par des vieilles forêts. Puis, il y a un objectif de la part des aménagistes d'augmenter cette représentation-là à 20% du territoire. Chaque année, c'est 90 hectares qui sont récoltés, dont 90% qui est fait en coupe totale et 10% en coupe partielle. Donc, non seulement il y a un désir d'augmenter la proportion de vieilles forêts sur le territoire, mais il y a le moyen aussi de le faire par l'augmentation de la pratique de coupe partielle. Donc, pour mes designs expérimentaux, j'ai 2 designs de coupe partielle. J'en ai un qui a 10 ans, qui a été mesuré avant coupe, après coupe, 5 ans après coupe et 10 ans après coupe, qui a des coupes progressives et régulières entre 25 et 40 de 25 et de 40 et qui a également des contrôles. Et j'ai également une coupe progressive d'ensemencement qui a été mesurée une seule fois à 25 ans. Ça ne faisait pas partie initialement de notre projet, mais finalement, on l'inclut. Également, j'ai des vieilles sapinières de 300 ans qui n'ont pas été touchées par une perturbation naturelle ou une perturbation anthropique. Et on a également une chronoséquence de coupe totale qui va de 0 à 84 ans. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on va être capable de calculer nos attributs qu'on retrouve dans les vieilles forêts, dans les coupes partielles, pardon. Puis, on va être capable de les situer sur l'évolution d'un peuplement après coupe totale et on va être capable de les situer par rapport à les attributs qu'on retrouve dans les vieilles sapinières. Donc, avec ça, on va être en mesure de tirer des conclusions. Est-ce que la coupe partielle est vraiment mieux que la coupe totale? Puis, est-ce qu'elle permet de reproduire les attributs des vieilles forêts? Donc, on va passer aux résultats. Premièrement, je vais vous présenter mes résultats pour la structure verticale, puis je vais commencer avec la complexité de la structure verticale. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a calculé les indices de diversité de Shannon. Donc, cet indice-là, il va calculer le nombre d'observations par classe dans les différentes classes. Ici, on a fait des classes de DHP de 2 cm. Donc, le nombre d'arbres qui se retrouvent dans chacune des classes, plus ce nombre-là est homogène, plus l'indice va être élevé. Un indice élevé va nous traduire une structure verticale qui est complexe. Et ce qu'on peut voir sur le premier graphique, en fait, qui représente les indices calculés pour les vieilles sapinières, on voit que les indices sont tous en haut de 2, 1,8 environ et plus. Ce
ce qui veut simplement dire que la structure dans les vieilles sapinières, elle est complexe. Donc ça, c'est notre référent. Si on regarde maintenant ce qu'on a dans nos dispositifs, je vais changer. C'est ici. OK. Donc, je vais commencer par vous expliquer le graphique. En noir, c'est les peuplements qui ont été coupés par coupe partielle avant la coupe. En vert, c'est 1 an après la coupe. En jaune, c'est 5 ans après la coupe. Et en rouge, c'est 10 ans après la coupe. Les 3 premiers tirets sur l'axe des X, c'est nos 3 traitements de notre dispositif de 10 ans. Ensuite, sur le 4e tiret, c'est notre dispositif de 25 ans qui a été échantillonné une seule fois. Et finalement, le dernier tiret, bon, on a les vieilles forêts. Donc, ce qu'on peut voir ici, en fait, c'est simple, c'est qu'il n'y a aucune différence dans la complexité de la structure avant coupe ou après coupe. Et il n'y a aucune différence entre les traitements. Donc, non seulement la coupe partielle n'a aucun effet sur la complexité de la structure, mais les traitements n'ont pas un effet différent sur cette complexité-là. Ensuite, on peut voir que les structures sont complexes parce que les indices sont élevés, donc en haut de 2, ce qui est super intéressant aussi. Et ils ne sont pas différents des indices qu'on retrouve dans les vieilles sapinières, ce qui veut dire que ces indices-là sont équivalents. Les structures seraient complexes de manière équivalente avant, après coupe partielle et dans les vieilles sapinières. Okay. Ensuite, on a regardé l'évolution de cette complexité-là après coupe totale, donc dans notre chronoséquence, et on voit que ça prend environ 60 ans avant d'atteindre la même complexité qu'on a dans nos peuplements traités en coupe partielle ou dans nos vieilles sapinières. Donc, en faisant une coupe partielle, on est capable de conserver une structure complexe, puis on est capable d'économiser, si on peut dire, le 60 ans d'évolution après coupe totale. Ensuite, on a regardé la densité des peuplements et la condition des arbres qui composent les peuplements. Donc, premièrement, avec la densité, on peut voir que, je vais attirer votre attention premièrement sur le contrôle. On voit qu'il y a une diminution naturelle de la densité dans nos peuplements contrôle entre l'année 1 et l'année 5 et entre l'année 5 et l'année 10. Ce qu'on peut en conclure ici, en fait, c'est qu'il y a une auto-éclaircie naturelle qui se passe dans les peuplements parce qu'ils ont atteint la maturité. On s'entend, c'est des sapinières, c'est quand même assez jeune. Ça ne vit pas en fait très longtemps, donc à 50 ans, on peut dire qu'ils ont atteint leur maturité. Et à 55 ans et à 60 ans, on voit qu'il y a vraiment une auto-éclaircie qui se produit. Donc, le peuplement là, va passer de la première cohorte à la deuxième cohorte, ce qui montre pour une vieille sapinière qui a déjà entamé l'évolution vers la vieille sapinière, si on peut dire. Ensuite, si on regarde nos traitements, on voit évidemment qu'il y a une diminution de la densité. Dans la littérature, ça dit que si tu fais un taux de récolte plus faible, donc dans le 25 %, tu vas avoir une moins grande mortalité. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on a observé, il y a une plus faible mortalité avec les petits taux de récolte que dans les hauts taux de récolte. Par contre, ce que nos résultats nous montrent aussi, si vous regardez le traitement IS45, qui est la coupe progressive à 40 %, on peut voir qu'il y a une stabilisation de la densité entre l'année 5 et l'année 10. Donc, ce qu'on a réussi à tirer comme conclusion, en fait, c'est que en coupant un vieux peuplement, évidemment, il y a beaucoup plus de chances de mortalité. Donc, les risques sont beaucoup plus élevés parce que le peuplement est vieux. Par contre, en faisant un plus gros taux de récolte, on va augmenter la mortalité directement après la coupe, mais cette mortalité-là va se stabiliser beaucoup plus rapidement après la coupe. Donc, ça peut être avantageux là, de couper des peuplements, d'avoir un taux de récolte qui est plus élevé dans des vieux peuplements, puis avoir un taux de récolte qui est plus faible dans des plus jeunes peuplements. Ça va venir stabiliser un peu la mortalité. J'ai oublié de vous dire aussi que les densités sont équivalentes à ce qu'on retrouve dans les vieilles sapinières. Donc, évidemment, là, c'est un attribut que peut maintenir également la coupe partielle. Si on regarde l'évolution de la densité dans la chronoséquence de coupe totale, on voit que ça prend environ 40 ans avant d'atteindre les mêmes densités. Donc, encore une fois, on économise 40 ans. Ensuite de ça, on a regardé la condition des arbres parce que c'est bien beau parler de densité, mais il faut que le peuplement soit composé d'arbres qui sont quand même vivants. Ce qu'on peut voir premièrement dans le contrôle, c'est encore une fois, il y a une grande diminution de la quantité d'arbres vivants à l'hectare, ce qui est normal parce qu'on a une auto-éclaircie du peuplement. Puis ce qui est intéressant dans les traitements, les peuplements qui sont traités avec coupe partielle, c'est que le nombre d'arbres vivants diminue tellement dans les faibles taux de récolte, donc dans le 25 %, qui finit par être plus bas que ce qu'on retrouve dans la vieille sapinière. Versus quand on regarde le 40 %,
bien, ça reste toujours dans l'intervalle de confiance de la vieille sapinière et c'est même équivalent là, à ce qu'on retrouve 25 ans après coupe en mauve. Donc, on peut vraiment conclure ici que la densité, oui, elle est respectée, peu importe là, les traitements de coupe partielle qu'on effectue, mais quand on coupe un peuplement qui est plus vieux, mais ce serait plus avantageux de couper un peuplement un peu plus, donc à un taux, par exemple, de 40 pour essayer de venir stabiliser la densité et avoir un nombre d'arbres vivants à l'hectare qui est plus important et plus intéressant. Ensuite, on a regardé la structure horizontale, donc l'arrangement des structures verticales dans le paysage. Ici, c'est les structures qu'on retrouve dans les vieilles sapinières. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'on n'a pas simplement des structures en J inversé qui sont typiques, là, si je peux dire, d'une structure qui est dite complexe ou inéquienne. On a vraiment des structures également qui sont plus à tendance en cloche ou un peu plus ligne droite. Si on regarde dans nos peuplements avant coupe, on voit qu'on a déjà là, un peu cette diversité dans les structures-là. Et on est capable de conserver cette diversité-là après coupe. Donc ici, je vous ai présenté les graphiques parce que c'est un peu plus intéressant de le voir visuellement. On a également fait des tests statistiques. Puis évidemment, toutes ces structures-là sont différentes les unes des autres, donc ne sont pas pareilles à travers le paysage. Donc on peut dire que l'arrangement des structures est hétérogène comme dans les vieilles sapinières. Ensuite, la partie intéressante, on arrive au bois mort. Donc on a vraiment eu des belles surprises avec le bois mort. Premièrement, on a calculé les volumes de bois mort en mètres cubes à l'hectare. Je veux commencer par vous dire que normalement, dans la forêt boréale, on retrouve entre 100 et 200 mètres cubes de bois mort à l'hectare. Dans les sapinières plus humides, comme la sapinière à bouleau blanc, on peut retrouver un volume qui est un peu plus faible, donc un peu plus dans les 75 à 100 mètres cubes à l'hectare, parce qu'il y a tellement de mousse que le bois mort est enfoui sous la mousse, puis il est difficile à voir à l'œil nu lorsqu'on fait les inventaires de bois mort. Donc, ça peut mener un peu à une sous-estimation du bois mort qu'on voit visuellement quand on fait nos calculs. Ici, dans nos peuplements qui ont été traités par coupe partielle, on a des volumes moyens de 82 mètres cubes à l'hectare. Il n'y a aucun effet qui tend et il n'y a aucun effet des traitements sur ces volumes-là. Donc, la coupe partielle n'engendre pas une diminution, mais n'engendre pas non plus une augmentation des volumes de bois mort. Par contre, bémol, on n'a pas les données de bois mort à l'année 10. Puis on s'entend que la plus grande mortalité est arrivée entre la 5e et la 10e année. Donc, ces conclusions-là ne sont pas complètes. On ne peut pas dire que nos traitements de coupe partielle n'engendrent pas un intrant de bois mort comme ce à quoi on s'attend avec une coupe partielle. Il faut vraiment aller regarder les données à l'année 10 pour pouvoir conclure s'il y a un intrant ou pas de bois mort dans les peuplements. Par contre, on peut quand même conclure de manière sûre et certaine qu'il n'y a pas une diminution significative des volumes de bois mort, ce qui est super intéressant. Ensuite, si on compare ces volumes-là avec les volumes qu'on retrouve dans la vieille sapinière, c'est pas du tout pareil. La vieille sapinière a des volumes moyens d'environ 620 mètres cubes à l'hectare, ce qui est énorme pour non seulement la forêt boréale, mais en plus des sapinières humides. Donc, il y a vraiment d'autres études qui doivent être menées dans la vieille sapinière de la forêt Montmorency surtout pour voir c'est quoi les facteurs qui viennent influencer la décomposition du bois mort. Est-ce que c'est parce que les sapinières sont en haute latitude? Est-ce que c'est parce qu'il y a une accumulation de neige qui est plus importante? Est-ce que c'est parce que les températures sont plus faibles? Pour vraiment mener plus d'études pour voir pourquoi on a un volume aussi élevé. Et ici, en fait, ça nous démontre l'importance de connaître les attributs qu'on veut restaurer ou qu'on cherche à obtenir avec les coupes partielles. Si on cherche à obtenir, par exemple, des volumes de bois mort qui sont équivalents à ce qu'on retrouve en général dans les sapinières à bouleau blanc ou dans la forêt boréale, bien bravo, les coupes partielles sont capables de faire ça. Par contre, si on veut restaurer des volumes de bois mort qui sont équivalents aux vieux peuplements qu'on a localement dans notre région, bien, la coupe partielle n'est pas capable de faire ça pour la sapinière à bouleau blanc et plus précisément pour la forêt Montmorency. Donc, ça montre vraiment l'importance de déterminer à l'avance quel attribut on veut restaurer et d'aller chercher la valeur de ces attributs-là. Si on regarde l'évolution des volumes de bois mort dans les coupes totales, on voit qu'il y a une diminution avec le temps des volumes de bois mort qui est significative. Mais ces volumes-là restent quand même là, dans la limite vraiment très inférieure de ce qu'on retrouve dans les vieilles sapinières.
Et ensuite, on a regardé la distribution de ces volumes-là dans les classes de décomposition. Donc, dans nos peuplements qui sont traités en coupe partielle, il n'y a aucune différence entre les classes de décomposition. Donc, la classe 1 est équivalente à la classe 2, la classe 2 à la classe 3, etc. Puis, il n'y a aucune différence entre nos traitements ou entre nos années. Ensuite, si on regarde ce qu'on retrouve dans la vieille sapinière, on a la classe de décomposition 3 qui est la plus élevée. Ça va être important, encore une fois, de mener plus d'études pour déterminer est-ce que la classe de décomposition 3, qui a plus de volume, est-ce que c'est déterminant, par exemple, pour la régénération, pour la diversification de la régénération, pour les essences qu'on retrouve dans le peuplement, etc. On est en train de faire un deuxième article où on va inclure les bois morts et les classes de décomposition dans nos modèles. Donc, on va être capable de tirer là, un peu plus de conclusions là-dessus. Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire est-ce que c'est dû au temps, est-ce que c'est dû au traitement. On ne peut pas vraiment déterminer là, c'est quoi les facteurs pour la distribution du bois mort. Donc, en conclusion, bien, la coupe partielle, c'est vraiment bien. Ça permet de restaurer plusieurs attributs. Par contre, la conclusion générale qu'on peut faire, c'est important de connaître les attributs qu'on veut restaurer, de connaître la valeur des attributs qu'on veut restaurer et de connaître surtout la valeur d'origine de nos peuplements. Donc, si on coupe des vieux peuplements versus des jeunes peuplements, notre coupe partielle n'aura pas nécessairement le même effet. Puis si on veut des attributs qui sont plus locaux, des attributs qui sont plus généraux, mais la coupe partielle, encore une fois, n'aura pas nécessairement le même effet. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté. Merci, Mario. Très intéressant. Ça paraît que tu as fait plusieurs fois des présentations. Tu es une bonne vulgarisatrice aussi, puis ça coule Merci. bien. Est-ce qu'il y avait des questions? Ben, je peux peut-être comment... Ah, il y a des gens qui disent en ligne que c'était très bon. Je vais commencer avec une question. Dans le fond, toi, tu as trouvé que la coupe partielle, ça pouvait être bon pour restaurer certains attributs. Est-ce que tu penses que la coupe partielle, elle pourrait être intéressante économiquement? Et puis, si tu aurais une recommandation pour la rendre plus intéressante économiquement? Bien, moi, personnellement, je n'ai pas regardé le niveau économique dans mon étude à moi, mais j'ai des collègues dans Sylva 21 qui sont en train de faire des études sur justement la rentabilité des coupes partielles. Puis, dépendamment des machines qu'on utilise, des types de bois qu'on va chercher, on est capable à long terme de rendre ça économiquement intéressant. Conclusion préliminaire, ça serait ça. OK, merci. Prochaine question, M. Sonnet. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien. Oui, je vais en avoir quelques-unes, mais je vais commencer par la première. Les directives d'opération, est-ce que tu pourrais nous les décrire dans ce que tu appelles la coupe partielle? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme coupe? Exact. Quelles étaient les priorités, diamètre, essence? Et les diamètres, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'Evelyne elle pourrait répondre là-dessus. Mais ils ont récolté principalement là, le sapin. Le sapin baumier. Ils n'ont pas touché aux autres essences. Puis, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est un dispositif qui a été coupé. En fait, le dispositif de design a été coupé expressément pour l'étude. Donc, il a vraiment été bien organisé pour ça. Par contre, notre dispositif de 35 ans, lui, il a été coupé comme ça, là, à titre de traitement dans la forêt Montmorency, puis on a décidé de l'utiliser pour l'étude. Donc, c'est sûr qu'il y avait quand même des différences à ce niveau-là. Mais notre dispositif de 10 ans, il a été coupé en blocs qui étaient censés être des blocs complets aléatoires au départ, mais finalement, ça l'a changé. Quoi? J'ai entendu quelqu'un qui avait un commentaire? Non. Bref, juste pour compléter, est-ce que d'après toi, c'était un prélèvement assez uniforme, donc par pied d'arbre, ou c'était... Mais il semble que c'était par pied d'arbre, oui. OK. Oui. OK. Mais ils ont tous été coupés pareil partout. En fait, c'est ce que je peux vous dire. OK. OK. J'aurais une sous-question, mais je vais laisser Evelyne qui a la main levée. OK, tu pourras revenir après, Dani. Je suis sûre, toujours bien des questions te connaissant.
Merci beaucoup, Marie-Lou, pour la présentation aussi. Je trouve ton histoire est super intéressante. C'est le fun de l'avoir évolué à travers le temps. Concernant le bois mort, on voit qu'on arrive à des valeurs là, vraiment très, très différentes. Comme tu dis, tu as ta deuxième étude qui s'intéresse plus à la régénération. Est-ce que tu as des previews pour nous pour dire, dans le fond, ça serait quoi des conséquences, bien sûr pour la régénération ou pour d'autres facteurs écologiques, d'avoir autant de bois mort dans les vieilles forêts et si peu, toute proportion gardée, là, dans les forêts aménagées? Bien, en regardant mes données, en commençant mes analyses pour le deuxième article, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que dans nos vieilles forêts, il y a simplement du sapin baumier. Il n'y a rien d'autre en régénération. Est-ce que c'est dû justement à la méthode d'échantillonnage, qu'on a simplement échantillonné les semis, par exemple, de sapins, mais que dans le couvert utilisé par chacune des espèces, là, on va avoir une meilleure idée, par exemple, de la diversité de la régénération ou du peuplement, ou est-ce que c'est dû au fait justement que les sapinières sont en haute altitude ou qui sont par exemple sur des cliffs rocheux ou des choses comme ça qui font en sorte qu'il n'y a aucune autre essence? Ça reste encore à déterminer. Mais pour l'instant, vu qu'on n'a pas du tout la même composition, ça va être difficile de faire une comparaison entre coupe partielle et vieille sapinière. Par contre, là où on va pouvoir faire une comparaison intéressante, c'est entre les différents traitements ou entre les différents volumes de bois mort qu'on a localement dans nos peuplements. Parce que même s'il n'y a pas de différence dite significative statistiquement, il y a quand même des différences dans les volumes. On a quand même des volumes de 40 mètres cubes à l'hectare versus des volumes de 120 mètres cubes à l'hectare. Donc, on va aller voir à cette petite échelle-là, est-ce qu'il y a une différence dans la diversité ou des choses comme ça. Pour l'instant, on en est là. Quelles conséquences ça aurait, mettons, basé sur tes connaissances, là, tu sais, que le fait qu'il y ait plus de bois mort, moins de bois mort, qu'est-ce que ça change? Pourquoi c'est important? Ben, en fait, on s'attend vraiment à avoir une plus grande diversité en essence, puis une meilleure régénération en général, là où il y a plus de bois mort. Là aussi où il y a plus de bois mort qui est plus décomposé, parce que ça va favoriser l'établissement des semis. Ça, c'est sûr que c'est notre hypothèse de base. Mais là, on parle vraiment en termes de diversité en essence au niveau où ce que ça serait bon écologiquement. Donc, ça ne favoriserait pas nécessairement juste le sapin, qui est l'essence commerciale qu'on cherche à aller chercher ou qu'on cherche à régénérer. Donc là, ça va être de voir est-ce que, par exemple, le bois mort plus décomposé ou moins décomposé favorise notre essence commerciale? Qu'est-ce qui favorise une diversité en essence qui va être bon pour les changements climatiques? On va essayer d'aller chercher cette différence-là aussi. Merci. Super. Oui, une dernière question peut-être de M. Sonnet. Oui, mais M. Louis avait levé la main. J'aurais tendance à le laisser passer pour qu'il ait sa chance. Mais d'abord, bois mort, parce que j'aurais une question par rapport à approche de coupe partielle par trouée, plus haut par pied d'arbre, mais je vous écrirai un courriel. Mais pour le bois mort, est-ce que, parce qu'on voit que les composantes du bois mort ne sont pas les mêmes en carbone et en humidité pour le petit bois mort et pour le gros bois mort. Qu'est-ce qu'il y aurait parce qu'on peut avoir autant de mètres cubes à l'hectare, mais un gros tas de petits bois morts versus un petit tas de gros bois morts. Y a-t-il une notion par rapport à la grosseur du bois mort qui a été étudiée? Oui, en fait, c'est super intéressant parce que dans nos données, dans notre dispositif de 25 ans, on avait 5 placettes d'échantillonnage, puis il y avait un transect de bois mort par placette. On a une placette où on avait des diamètres énormes dans notre bois mort. On avait des DHP, pas des DHP, mais des diamètres qui étaient énormes. Et ce que ça a fait, en fait, c'est que ça a tiré complètement les données vers le haut. Puis, on avait des SE qui étaient super grands. Puis, ça faisait en sorte que nos volumes de bois mort étaient plus significatifs parce qu'il y avait trop de différences. Donc là, on en est venu à la conclusion, est-ce qu'il y a des différences locales dans la distribution du bois mort, dans les volumes de bois mort, dans les classes de décomposition, ou est-ce que c'est simplement parce que c'était des données, par exemple, erronées d'échantillonnage, ou c'était juste des valeurs extrêmes? Donc, on a enlevé cette placette-là de nos statistiques pour l'instant, mais définitivement qu'il va falloir aller faire plus de transects, il va falloir faire des transects peut-être plus collés, ou peut-être plus éloignés, dans des parcelles plus diversifiées. C'est sûr qu'il faut avoir plus de répétitions parce qu'on a l'impression
qu'il y a un facteur qu'on n'a pas été capable de recenser dans les vieilles coupes partielles. Il y a quelque chose qu'on n'a pas été capable d'aller chercher au niveau des diamètres du bois mort, ça c'est sûr et certain. Okay. On n'a pas regardé la distribution dans tous nos peuplements des diamètres de bois mort qu'on avait. C'est quelque chose qui reste à faire, mais là, malheureusement, j'ai envie de finir ma maîtrise un jour. Donc, c'est définitivement quelque chose qui est à faire. C'est peut-être quelque chose qu'on va inclure justement là, dans la deuxième étude. Ça reste à voir, mais on a les données. Donc, c'est sûr que c'est à faire. Là. Merci. Peut-être une dernière petite question de Louis. Ouais, si vous êtes serré dans le temps, Laurence, ça ne me dérange pas non plus, mais si on a le temps. Très serré dans le temps. C'est bon. Merci, Marie-Lou, c'était bien intéressant. Deux petites questions très rapides que tu pourras peut-être répondre ensemble. Il y a un risque connu pour les coupes partielles, surtout à la forêt Montmorency, mais surtout dans le sapin, je dirais, c'est le risque de chablis. Je me demandais si vous aviez observé ça là, suite après coupe. Les résultats ne semblent pas démontrer une problématique générale, mais en tout cas, avec les études de Jean-Claude et tout ça, il y avait quand même, c'est un peu connu en fait que le sapin verse là, après les coupes partielles. Puis une deuxième question qui rejoint un peu celle qui a été mentionnée tantôt en termes de prescription, c'est la coupe partielle, en fait, ça devient presque des petites coupes par bande, hein, parce que la machine à part, ça ramène les débris souvent pour passer, pour que la machine passe dessus. Ma question, en fait, c'est est-ce que les placettes avaient été faites entre les bandes, puis donc ça s'appliquerait à cette superficie-là, là, peut-être 70 de la superficie de la coupe partielle. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les sentiers de débardage. Là, donc, ça, c'est des coupes totales. Puis là, ben, il y a probablement une autre dynamique de bois mort, puis de résidus, là, puis tout ça. Fait que juste peut-être faire un petit peu de réflexion là-dessus. Là. Ben, je vais commencer par la deuxième question. En fait, on a une placette rectangulaire, puis cette placette-là comprend 3 sentiers. Puis les micro-placettes d'échantillonnage, donc on en a 11 qui sont placées de part et d'autre perpendiculairement au sentier. Donc on a des placettes qui sont placées dans des sentiers, puis on a des placettes qui sont placées dans des bandes de coupe, puis on a des placettes qui sont placées dans des bandes complètement non coupées, et ce pour un même traitement. Donc évidemment, ça va être pris en compte surtout pour la régénération, parce que ça va influencer la lumière qui rentre, ça va influencer le type de substrat. Puis évidemment que, comme vous avez mentionné, dans les sentiers, il y a énormément de branches ou de résidus de coupe ou des choses comme ça. Puis ça, on les a pris en note. Puis ça va rentrer dans nos modèles pour expliquer la régénération qu'on retrouve à ces endroits-là ou la diversification. Donc, est-ce qu'on retrouve du framboisier simplement dans les sentiers? Est-ce qu'on est capable d'avoir des semis dans les sentiers ou c'est simplement des essences compétitrices? Tout ça va être pris en compte dans le deuxième article. Ensuite, pour la question du chablis, il y avait effectivement énormément de chablis dans nos peuplements. Même que Stéphane Tremblay, là, qui s'occupe de cette coupe-là à la DRF, ils ont fait un papier disant que la coupe partielle avait échoué, si on peut dire, parce qu'il y avait trop de chablis. Par contre, moi, ce que je vois dans mes résultats, c'est que les vieilles forêts, le mot-clé pour les vieilles forêts, c'est diversité, diversification. Donc, c'est correct qu'il y ait des parcelles qui ont énormément de chablis parce qu'il y en a d'autres qui en ont moins. Puis c'est cette diversité-là qu'on retrouve dans des vieilles forêts qu'on n'est pas nécessairement capable d'aller chercher avec des aménagements qui sont uniformes. Donc, en termes, au niveau écologique, c'est pas nécessairement mauvais, même si au niveau économique, ça peut nous enlever du bois résiduel ou des choses comme ça. En autant qu'il y ait des parcelles qui restent intactes, si je peux dire, qui ont moins de chablis. Merci beaucoup. Merci. Super, merci Marie-Lou pour tes réponses. Tu as l'air très à l'aise à répondre. Tu as l'air de très bien maîtriser ton sujet, puis félicitations. Donc, la prochaine présentatrice est Nour Srour. Nour, elle est titulaire d'un baccalauréat en biologie et d'une maîtrise en biotechnologie végétale à l'Université libanaise au Liban. Elle a ensuite commencé son doctorat en sciences forestières à l'automne 2019 sous la direction de Evelyne Tifo et la co-direction de Jean-François Boucher de l'Université du Québec à Chicoutimi. Son projet de doctorat porte sur le boisement des sites routiers pour la séquestration du carbone et la lutte contre les changements climatiques. Alors, Nour, merci pour le partage et puis tu peux commencer. Parfait. Merci beaucoup, Laurence. Vous voyez mon écran? Oui. Oui. Super. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet de doctorat sur la séquestration
et le stockage de carbone en contexte routier comme un potentiel pour lutter contre les changements climatiques. Mais tout d'abord, je veux vous parler des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au secteur de transport. En fait, d'après l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre, il y a une augmentation à peu près de 42,8% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au secteur de transport depuis 1990 jusqu'à 2020. Donc, c'est pour cela que le ministère des Transports de Québec a décidé de mettre comme une stratégie pour devenir carboneutre. Et parmi ces projets, c'est par exemple de faire boisement des sites routiers pour compenser les émissions qui ne peuvent pas être évitées ou bien réduire. Donc, elle a utilisé comme le secteur forestier pour compenser ces émissions, puisqu'on sait tout que la forêt joue un rôle très important dans la séquestration de carbone à cause de la végétation suite au phénomène de la photosynthèse. Alors, les arbres ou bien les végétations peuvent séquestrer le CO2 dans les différents compartiments et aussi dans le sol. Donc, l'objectif de mon projet, c'est d'estimer le potentiel de boisement des sites routiers quant à la séquestration de carbone. Mais il y a trois principaux objectifs. Le premier, tout d'abord, c'est de quantifier la quantité de carbone qui se trouve maintenant sur les sites routiers, c'est-à-dire de savoir combien il y a de carbone dans la végétation et le sol des sites routiers. Le deuxième objectif, c'est de faire comme une étude spécifique du sol de ces sites, puisque ces sites sont caractérisés par des propriétés physico-chimiques spéciales, par exemple à cause de la contamination par les métaux lourds et le sol de déglaçage. Le troisième objectif sera d'estimer le potentiel de séquestration de carbone des scénarios de boisement de ces sites routiers. Donc, si on va commencer tout d'abord par les sites qu'on a étudiés, en fait, on a échantillonné des sites dans le sud de Québec, mais principalement dans trois régions. On a échantillonné des sites dans la région de Mauricie, centre de Québec, des sites aussi dans la région métropolitaine et aussi des sites dans la région de Montérégie. Et tous ces sites-là appartiennent au ministère des Transports de Québec. Après la visite de terrain, on a trouvé que ces sites ne sont pas homogènes puisqu'il y a comme différents étages de végétation. Donc, ce qu'on avait fait, c'est comme on a regroupé les sites selon le type ou bien le code de terrain. On a utilisé la carte écoforestière pour savoir c'est quoi le type d'affectation des sites, de nos sites à échantillonner. Donc, on a trouvé des sites qui sont agricoles, des sites classés comme des friches, des sites urbains ou bien des emprises routières et aussi des sites qui sont classés comme des forêts. Pour l'échantillonnage des sites routiers, on a s'inspiré de l'inventaire forestier national au Canada pour échantillonner nos sites routiers. On a échantillonné à peu près 60 sites. On a fait comme des parcelles de 400 mètres carrés et de 200 mètres carrés selon la disponibilité de la végétation. On a mesuré le diamètre à la hauteur de poitrine pour les arbres et les arbustes. Pour les herbacées, par exemple, on a fait comme des cadrans on a fait comme une sorte de clipping, c'est-à-dire on a coupé la végétation qui se trouve dans un cadran de 1 mètre carré. On a aussi échantillonné les débris ligneux, la litière et aussi le sol organique, le FH, et aussi le sol minéral. Pour le sol minéral, on a fait échantillonnage à différents horizons de 0 à 15 cm, de 15 à 35 cm et de 35 à 55 cm. Puis après ça, on a fait les analyses au laboratoire pour déterminer la concentration du carbone qui se trouve dans les échantillons. Par exemple, pour les échantillons de sol, ça c'est la préparation des échantillons. Donc, on a séché le sol à peu près pour 1 semaine à l'air. Puis après ça, on a fait tamisage. On a fait comme enlever tout ce qui est roche, du bois, de matière organique, des racines. Et puis, on a fait broyage. Après ça, on a déterminé la concentration de carbone dans le sol. Et par exemple, pour la végétation herbacée, on a fait aussi séchage dans le four, c'est à peu près pendant 2 jours. Puis après ça, on a mesuré la masse sèche. Puis à partir de la masse sèche, on était capable de calculer la quantité de carbone qui se trouve dans la végétation herbacée.
Donc, après avoir déterminé la quantité de carbone dans les différentes types de végétation et aussi dans les sols, on a fait des analyses statistiques pour quantifier le carbone dans ces écosystèmes et on a trouvé qu'il y a différents groupements des sites. Par exemple, on a trouvé des sites qui sont dominés juste par des arbres, on a trouvé des sites qui sont dominés juste par des arbres et des arbustes et aussi des sites qui sont dominés par des arbres ou bien des herbacées. Mais par exemple, ici, pour les sites qui sont dominés par des arbres et des arbustes, on voit ici qu'il y a une petite quantité de carbone qui ne se trouve pas dans les autres regroupements des sites. C'est à cause des arbustes, puisque ces sites sont dominés par des arbustes. Même chose, par exemple, pour les sites qui sont dominés par des herbacées, c'est la quantité de carbone qui se trouve dans les herbacées, mais ne se trouve pas dans les autres groupements des sites. Mais au total, on a vu que les sites qui sont dominés par des arbres et des arbustes stockent la plus grande quantité de carbone dans l'écosystème. Aussi, on a remarqué que dans tous les types de regroupements de sites, on voit qu'il y a aussi une quantité importante de carbone dans le sol, ce qui est de couleur brun. Donc, cela nous donne que les sols forment un réservoir important de carbone dans ces sites routiers. C'est pour cela qu'on a décidé de faire une étude spécifique sur les sols de ces sites-là. Donc, on a décidé d'étudier la stabilité de carbone dans ces sols routiers, c'est dans les différents aussi horizons de sols minéraux. On a étudié la quantité de carbone dans deux fractions, fraction labile et fraction stable. Aussi, on a fait comme une étude pour savoir s'il y a une relation entre la stabilité de carbone dans ces sols routiers et les propriétés des sols, comme par exemple la concentration des métaux lourds et le sel de déglaçage. Donc, le protocole expérimental pour séparer le sol en deux fractions, c'est le protocole de fractionnement physique qui permet de séparer le sol en une fraction qui est grossière, c'est la fraction qui reste juste à la surface de tamis, mais en fait, on a fait comme tamisage à l'humide du sol. Donc, ce qui reste à la surface du tamis, donc c'est la fraction grossière et il est considéré comme une fraction labile, mais ce qui descend ou bien ce qui traverse le tamis, c'est la fraction fine et cette fraction est considérée comme la fraction stable du sol puisqu'il est attaché ou bien il est associé avec les minéraux du sol, donc c'est la fraction stable. Après ça, on a fait comme aussi des analyses statistiques pour savoir s'il y a de différences entre la quantité de carbone dans les différentes fractions et par horizon. Si on peut voir, c'est que la quantité de carbone dans ces deux fractions de sol diminue avec l'horizon, c'est-à-dire lorsqu'on descend en profondeur, la quantité de carbone dans ces deux fractions va diminuer. Aussi, si on peut voir que, par exemple, sur la figure, la couleur rose foncé, c'est la fraction stable, c'est la quantité de carbone dans la fraction stable, et la couleur verte, c'est la fraction labile. On peut voir que dans tous les horizons, la quantité de carbone stable est plus grande que la quantité de carbone labile. Puis après ça, on a fait comme aussi des analyses statistiques pour savoir s'il y a différence entre la stabilité de carbone, entre les différents sites ou bien les différents types d'affectation des sites. Mais ce qu'on a trouvé, c'est que on avait trouvé juste deux sites on a trouvé juste que deux horizons, l'horizon 0,15 et l'horizon 15,35 qui est significatif, c'est-à-dire il y a une différence de quantité de carbone entre les terres, entre les types d'affectation des sites. Par exemple, la quantité la plus faible était dans les terres ou bien les sites qui sont considérés comme des sites friches, mais la plus grande quantité de carbone, c'était dans les terres, les sites qui sont considérés comme des sites urbains ou bien des sites anthropisés. Alors, pour bien comprendre ces résultats, on a fait comme des analyses d'autres propriétés des sols routiers, comme par exemple la concentration des métaux lourds.
on a mesuré la concentration des métaux lourds, mais cette fois-ci-là, juste dans l'horizon 0,15, on n'a pas pris les autres horizons. Aussi, on a mesuré la conductivité ou bien la salinité des sols, le pH, la texture, pour ces sols-là, et toujours juste pour les horizons 0,15 cm. Donc, par exemple, ici, ce graphe nous montre l'état de contamination de nos sites routiers et aussi par type d'affectation des sites. J'ai calculé le facteur de contamination qui nous donne une idée si les sols sont contaminés ou non. Par exemple, tout ce qui est au-dessous de 1, c'est-à-dire le sol non contaminé, tout ce qui est entre 1 et 3, c'est modérément contaminé, et tout ce qui est entre 3 et plus, 3 et 6, donc c'est trop contaminé. Mais si on veut voir que pour tous les métaux lourds, pour toutes les concentrations des métaux lourds dans tous les types d'affectation des sites, on n'a pas trouvé la moyenne, c'est-à-dire de facteur de contamination est toujours au-dessous de 1. Donc, nos sites ne sont pas pollués, malgré qu'on voit que quelques sites, par exemple, se trouvent dans la zone qui est modérément contaminée. Donc, on peut voir que même que ces sites sont juste au bord des routes, mais ils ne sont pas contaminés par les métaux lourds. Mais par ailleurs, si on veut voir la salinité, par exemple, mais cette fois-ci-là, on a comparé la concentration de salinité de nos sols avec des critères qui se trouvent dans le guide d'intervention de protection des sols. Donc, par exemple, le critère A, c'est les concentrations génériques de Estelle. Pour le critère B, par exemple, c'est si on a, par exemple, des concentrations qui dépassent le 0,7, c'est-à-dire le critère B, cela dit que la salinité excède la limite maximale. Qui devrait être dans les sites qui sont considérés comme des sites résidentiels ou bien institutionnels. Par exemple, dans notre cas, on a trouvé que les terres qui sont considérées comme des terres friches et les sites qui sont considérés comme des sites comme des emprises routières ou bien comme des sites anthropisés excèdent la ligne de la limite de critère B qui est 0,7. Donc, on peut dire que ces sites-là sont considérés comme des sites salins. Puis après ça, ce qu'on avait fait, c'est comme de savoir s'il y a une relation entre les propriétés, c'est-à-dire la concentration des métaux lourds et la salinité et la quantité de carbone qui se trouve dans les deux fractions, la fraction stable et la fraction labile. Donc, je veux juste vous montrer quelques résultats, par exemple. Pour ces deux métaux lourds, on voit qu'il y a une relation significativement positive avec la concentration de l'arsenic et de cobalt, par exemple, et la quantité de carbone qui est de couleur rose, c'est celui de la matière organique stable. Mais en revanche, on trouve que ces mêmes minéraux possèdent une relation significative, mais à l'inverse, elle est négative avec le couleur vert qui est la matière organique labile. Même chose, par exemple, pour la salinité. On trouve que la salinité est significativement positive avec la quantité de carbone qui se trouve dans la matière organique stable. Cela suggère que, par exemple, la contamination par les métaux lourds et la salinité ne nuit pas à la stabilité de carbone dans nos sites routiers. Et cela aussi pourrait expliquer que, par exemple, ces métaux lourds forment un complexe avec la matière organique qui est chargée positivement et ce qui explique cette relation positive avec la matière organique, avec la quantité de carbone dans la fraction stable. Ici, on a fait comme une étude pour savoir la densité routière dans nos sols et aussi la relation, s'il y a une relation avec la stabilité de carbone aussi. On a trouvé que lorsque la densité routière augmente, on va voir une stabilité plus grande dans les sols routiers. Donc, voilà pour cette partie en ce qui concerne l'étude empirique ou bien la quantification de carbone dans les sites routiers, dans les terrains déjà existants et aussi dans le sol. Maintenant, on veut passer à la deuxième partie qui est la partie de simulation ou bien d'estimer le potentiel de boisement des sites routiers.
Ce qu'on avait fait, c'est comme on a comparé les résultats des simulations, c'est-à-dire la quantité de carbone qui est dans les scénarios de plantation avec les sites qu'on a déjà échantillonnés dans la première partie. On a considéré que ces sites-là sont des sites de référence pour savoir si les scénarios de plantation, on va avoir, c'est-à-dire un gain ou bien perte de carbone suite à la plantation des sites routiers. Aussi, on a utilisé ici le modèle de simulation de CBM CFS3 qui permet d'estimer la quantité de carbone à travers le temps dans la végétation, dans la biomasse, c'est-à-dire et aussi dans le sol. On a utilisé des 4 scénarios de plantation. Ces scénarios de plantation sont toutes contenant une diversité d'espèces variées. Aussi dans chaque région, puisqu'on a étudié 3 régions, Mauricie, Montréal et Montérégie, ces scénarios aussi se diffèrent par région. Ça dépend par exemple de caractéristiques du sol, de domaine bioclimatique de ces régions-là. Donc, pour la modélisation dans CBM CFS3, c'est juste ce qu'on avait fait, c'est comme on donne à ce modèle la courbe de rendement des espèces, puis après ça, il va nous dessiner, ou bien il va nous donner la quantité de carbone qui devrait être séquestrée dans ce peuplement, ou bien cette espèce-là, par exemple, mais il ne tient pas la diversité des espèces et nos scénarios sont caractérisés par une diversité des espèces. Donc, ce qu'on avait fait, c'est comme on a séparé chaque scénario en mini-parcelles, de sorte que dans chaque mini-parcelle, il y a juste un seul type de peuplement. Puis, on a fait rentrer la courbe de rendement dans CBM CFS3, puis il nous donne les résultats pour une espèce. Puis après ça, on fait l'addition pour toutes les espèces afin d'avoir la quantité de carbone qui se trouve dans ces scénarios qui est diversifié. Voici les résultats de simulation, puisque j'en ai 4 scénarios de plantation et 3 régions. Donc, au total, ce sont de 12 graphique, mais je veux juste passer rapidement pour vous dire que, par exemple, le scénario standard, c'est un scénario qui est caractérisé par un peu de diversité des espèces et aussi il ressemble, ou bien les espèces qui se trouvent dans ce scénario ressemblent aux pratiques de passé. Donc, dans les 3 régions, ce scénario contient la plus faible, ou bien il est le moins performant en termes de stockage de carbone. Mais par exemple, si on voit d'autres scénarios, par exemple le scénario diversifié à Montréal, ce scénario, par exemple, contient en plus l'érable noir et cette espèce, selon la courbe de croissance de cette espèce, est plus productif que d'autres espèces. Pour cela, on voit que ce scénario est le plus performant parmi les 4 scénarios à Montréal. La même chose, par exemple, à Montérégie, on a utilisé des espèces de pins, comme par exemple le pin blanc, le pin rigide. On a utilisé aussi la cruche et ces espèces-là sont caractérisées aussi par qui sont plus productifs d'autres espèces et on a trouvé que ce scénario à Montérégie qui contient ces espèces-là, il est le plus performant en termes de stockage de carbone que d'autres scénarios. Maintenant, si on veut comparer la quantité de carbone dans ces scénarios de plantation avec la quantité de carbone dans les sites de référence, sur les figures, les sites de référence sont marqués par les formes et les courbes représentent les scénarios de plantation. Mais par exemple, tout d'abord, on peut constater que les scénarios de plantation surpasse rapidement la quantité de carbone qui se trouve maintenant sur les sites qui sont classés comme des sites agricoles ou bien comme des emprises routières. Mais par exemple, si on prend les sites qui sont classés comme des forêts, par exemple des forêts à 15 ans, ces sites ont été tout d'abord des sites agricoles, puis ils sont évolués vers des friches, puis après ça, ils sont devenus comme des forêts. La même chose avec les forêts de 25 ans. On peut voir que si on fait juste une simple projection avec les scénarios de plantation le plus performants, on peut voir par exemple pour les forêts de 15 ans, après à peu près 30 ans de plantation, on peut avoir la même quantité de carbone qui se trouve maintenant dans les forêts de 15 ans. Même chose pour les forêts de 25 ans, par exemple, après à peu près 40 ans de plantation, on va avoir la même quantité de carbone qui se trouve maintenant
dans les forêts de 25 ans. Même chose pour la forêt de 45 ans, par exemple. Si on fait cette simple projection, c'est après à peu près 70 ans qu'on veut avoir la même quantité de carbone qui se trouve maintenant sur les sites qui sont classés comme des forêts 45 ans. Donc, voilà pour la comparaison entre les sites références ou bien la quantité de carbone qui se trouve sur les sites routiers et la quantité de carbone qui devrait être séquestrée dans les plantations. Donc, si on peut dire comme une conclusion qu'il faut choisir, pour boiser les sites routiers, il faut choisir les sites avec soin, c'est-à-dire les sites qui sont, par exemple, caractérisés ou bien qui sont dominés par des arbres et des arbustes et qui forment un réservoir très important de carbone. Il ne faut pas le couper pour, par exemple, faire une plantation sur ces sites-là, mais il faut, par exemple, le conserver, il faut le protéger parce qu'il contient une quantité de carbone très importante, mais par ailleurs, les sites anthropisés, par exemple, les sites qui sont classés comme des sites urbains, des emprises routières où il y a toujours des activités humaines, ces sites, d'après l'analyse cartographique, ces sites ne semblent pas évoluer vers des forêts. Alors, si on va venir planter ces sites-là, donc on va créer un nouveau couvert forestier et bien sûr, on va avoir une séquestration de carbone dans ces sites-là. Donc, pour les sites qui sont classés comme des forêts, on peut juste conserver ces sites-là, protéger, mais aussi on peut planter sous-jacent ou bien en accompagnant de cette plantation déjà existante, mais pas le couper. Mais pour les sites où il y a beaucoup des activités humaines, comme les sites urbains, les sites anthropisés, la plantation sera très recommandée afin d'augmenter la séquestration de carbone sur ces sites-là. Merci. Merci Nour pour cet aperçu de tes travaux. C'est impressionnant la quantité d'analyse que tu as fait puis tous tes sites. Là. Félicitations. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions? Ah oui, vas-y, Evelyne. Oui, merci beaucoup, Nour. C'était bien agréable de voir l'histoire complète. Oui, c'est comme un résumé. Donc, dis-moi, en fait, c'est peut-être un peu parallèle à ton projet. Donc, il y a certains des sites sur lesquels il y a eu des plantations expérimentales. Donc, dans les sites que tu as étudiés, est-ce que tu as des nouvelles sur l'état de santé, le succès de ces plantations? Est-ce que ça fonctionne bien? Là, donc, toi, tu as mesuré les métaux lourds, puis ça a l'air être des niveaux qui ne sont pas trop élevés. Donc, et on a des sites qui sont sur lequel on a trouvé une forêt qui est quand même abondante et luxuriante puis qui contient beaucoup de carbone. Donc, ça ne semble pas être de prime abord des sites toxiques, là, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Mais d'un point de vue comme rendement de plantation, succès de plantation, qu'est-ce que ça donne? Si par exemple, mais maintenant, si on va aller voir les sites qui sont maintenant déjà plantés, mais on a trouvé qu'il y a vraiment des mortalités dans ces sites-là. Mais par exemple, c'est sur le terrain, c'est différent des analyses et tout ce qu'on fait, puisque tu sais que ce sont des sites routiers, donc il y a toujours beaucoup des activités de construction à côté de ces sites-là. Donc, mais selon les dernières nouvelles, qu'il y a pas mal de mortalité parmi les nouvelles plantations qui ont déjà sur les sites. Parfait. Donc, en fait, en complément de ça, sachant que là, c'est sûr que là, c'était expérimental, là, c'est une première plantation, puis ils vont peut-être apprendre leurs erreurs. Là. Mais est-ce que par exemple, oui, vas-y. Mais c'est juste, si par exemple, on veut donner comme une recommandation, c'est d'aller comme faire suivi, par exemple, pour voir ces plantations. Par exemple, c'est juste au début, après 5 ans, depuis par exemple de 0 à 5 ans, de moment de plantation, ce sera très nécessaire d'aller faire du suivi chaque 3 ans pendant les 3 premières années. Puis après ça, par exemple, après 5 ans, on peut aller faire suivi pour savoir si ces plantations
s'il y a des mortalités, par exemple. Et comme c'est une première, ou bien c'est une première essai, on peut apprendre pour des nouveaux projets en futur, par exemple. Suite à ce suivi-là, on peut voir quel est le problème par exemple, si on veut aller les planter dans le futur, on peut, par exemple, prendre en considération les problèmes qui ont engendré maintenant, par exemple, dans cette plantation-là. Mais tu sais, un de tes résultats, ton premier chapitre, c'est le succès de la régénération naturelle, donc les sites qui n'ont pas été plantés, là, que c'est juste des sites qu'on a laissés aller, puis c'est toutes sortes d'espèces naturelles qui se sont installées naturellement. Donc, de favoriser juste l'apport naturel comme ça. Donc, c'est moins spectaculaire qu'aller faire une plantation, mais peut-être que ça serait moins compliqué justement que des plantations qui ont un gros taux de mortalité et tout. Oui, mais par exemple, puisqu'on n'avait pas des données historiques sur ces sites-là, donc on était allé pour savoir ou bien étudier l'historique de ces sites à partir des données qui sont disponibles sur la carte écoforestière. Donc, ce qu'on avait fait, c'est comme de suivi l'historique à partir de 1975 jusqu'à maintenant, 2020. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est par exemple des sites qui sont en 1975 ont été des sites agricoles. Donc, ces sites ont évolué vers des friches, puis après ça, après je pense 20 ans, 10 ou bien 15 à 20 ans, ces sites ont devenu des forêts. Donc, si vraiment on laisse ces sites-là qui sont des sites de terre abandonnée, on laisse, mais on va vraiment avoir une forêt et cette forêt va avoir une quantité très importante de carbone. Et comme on a déjà le comparé avec les données de simulation, on a trouvé que ces forêts-là surpassent les quantités de carbone dans les scénarios de plantation. Merci Nour. Monsieur Sonnet. On voit que des fois, seulement une préparation de terrain toute simple ferait qu'on favoriserait la régénération naturelle, hein? Puis ce serait beaucoup moins cher que tous les efforts qu'on met qui peuvent coûter jusqu'à 15 000 par hectare. Ma question est par rapport aux courbes de rendement que vous avez utilisées pour CBM. De ce que j'ai compris, vous avez pris donc des courbes de rendement monospécifiques pour ensuite les intégrer ensemble pour avoir une espèce de rendement interspécifique compte tenu que vous faisiez des plantations mixtes. Mais on voit quand même dans la littérature que les plantations mixtes sont beaucoup plus productives, tout comme les forêts mélangées sont beaucoup plus productives. Est-ce qu'il se pourrait quand même que les plantations mixtes génèrent plus de séquestration de carbone que ce que CBM a pondu comme résultat? Oui, bien sûr, mais par exemple, puisque j'en ai utilisé plusieurs scénarios des plantations, mais par exemple, on a utilisé un scénario qui est un scénario standard où il n'y a pas, par exemple, une grande diversité des espèces comme les autres. Donc, on a trouvé que les résultats des simulations aussi nous a donné que les scénarios où il y a une diversité des espèces plus que d'autres engendrent plus de séquestration de carbone, même au cours du temps, que le scénario qui est juste formé de 3 ou bien 4 espèces. OK. OK, merci. Oui, Louis. Merci, oui, très intéressant. C'est un sujet un petit peu parallèle à la foresterie que je connais moins. Juste pour faire du chemin un petit peu sur la contamination, je suis bien d'accord, les résultats pour les métaux lourds ne sont pas très préoccupants, mais pour la salinité, ça l'est un peu plus. Oui. Ma question, c'est, on voyait en fait que la salinité était particulièrement problématique sur les friches, donc les terres agricoles abandonnées. Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre le fait qu'on abandonne une terre agricole parce qu'elle n'est pas productive, parce qu'elle est contaminée? Puis dans le même ordre d'idée, est-ce que ça pourrait être une des explications que certaines plantations ne fonctionnent pas ou qu'il y a beaucoup de mortalité simplement parce que la salinité est trop élevée finalement dans les nouvelles plantations qu'on a faites là? Oui, par exemple, j'étais en train de lire une étude sur la salinité dans le sol. Par exemple, la salinité dans le sol joue un rôle sur les micro-organismes qui se trouvent dans le sol. C'est par exemple, la concentration élevée de Na+, par exemple, elle va inhiber l'activité des micro-organismes qui se trouvent dans le sol. Donc, cela aussi va affecter ces activités, l'activité de micro-organismes, et cela aussi va affecter
par exemple, la quantité de carbone qui se trouve dans le sol. Même chose on sait que les micro-organismes sont intéressants pour la croissance de la végétation et l'apport de nutriments et tout ça. Ça aussi va être affecté à cause de la salinité. Ça pourrait être un des facteurs qui explique. En tout cas, on a tous l'image des pins qui, sur le bord des autoroutes, qui ne sont pas très vigoureux puis très rougis. Là. Je ne dis pas que c'est directement lié à la salinité du sol, mais probablement que l'apport de sel ne doit pas aider, en tout cas, dans cette problématique-là. Oui. Merci. Très intéressant. Merci. Prochaine question, Monsieur Sonnet. Par rapport aux espèces exotiques envahissantes, parce que là, vous avez parlé des friches d'il y a 30 ans qui ont évolué vers des forêts, mais aujourd'hui, on a quand même des nouvelles espèces le long de nos autoroutes, phragmites, renouées, narprun. Est-ce qu'on peut vraiment appliquer le même scénario qu'une friche aujourd'hui évoluerait vers une forêt avec cette compétition-là? Est-ce que ça, vous l'avez documenté? Excusez, je n'ai pas entendu puisque c'est comme fait un bug chez moi. Je n'ai pas bien entendu. Okay. Je vais recommencer. Ma question porte sur les espèces exotiques envahissantes. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est correct. Bon, d'accord. Il y a 25-30 ans, phragmites, nerprun puis renouées n'étaient pas présentes le long des autoroutes au Québec. Aujourd'hui, elles le sont en grande quantité. Est-ce qu'on peut vraiment penser que laisser aller les friches, ça va nous mener vers une forêt comme vous avez observé aujourd'hui? Oui, parce que, par exemple, si on veut laisser aller les friches, puisque dans tous nos sites-là qu'on a étudiés, mais c'est juste pour te dire que les sites qui sont dominés par des phragmites, on n'a pas travaillé sur ces sites-là parce qu'il y avait beaucoup. Oui, mais juste selon mon étude-là, que tous les sites qui sont dominés par des friches, ils sont évolués vers des forêts. Je pense qu'il y a 5 ou bien sites qui sont évolués vers des forêts et on a trouvé que la quantité de carbone dans ces sites-là est vraiment importante. Okay. Merci. Bon, ben, je pense qu'on va conclure le séminaire tout de suite. Donc, merci à toutes nos présentatrices, à toutes les personnes qui ont fait des commentaires et questions super intéressants. C'était vraiment un beau séminaire, plein de vie. Donc, encore une fois, le séminaire va être enregistré et mis sur le YouTube du CRMR, si vous voulez revoir. Donc, merci à tout le monde. Puis, on se revoit bientôt. Merci. Bye-bye tout le monde. Bye. Merci. Au revoir.